La lumière crue des néons se reflétait sur le liquide transparent dans la seringue, tandis que le médecin de la prison stabilisait sa main. David Reed était allongé, sanglé sur le brancard, son visage émacié affichant une acceptation résignée après 5 longues années à clamer son innocence. L'horloge murale indiquait 9h58 du matin. Dans 2 minutes, le cocktail mortel commencerait son voyage à travers la perfusion intraveineuse déjà insérée dans son bras. Des dernières paroles, « Monsieur Reed » demanda le directeur, sa voix résonnant dans la chambre d'exécution stérile. David ferma les yeux, l'image de Max, son fidèle berger allemand, envahissant son esprit, le même chien qu'il avait un jour ramené du bord du pont de Westbrook par une nuit pluvieuse où il avait tout perdu. « J'aimerais juste que Max sache que je suis innocent », murmura-t-il. Le médecin fit un signe de tête au directeur et positionna l'aiguille au niveau du port d'injection. Les témoins derrière la paroi de verre se penchèrent en avant. Puis, la sonnerie stridente du téléphone de la prison perça le silence. La main du directeur se leva brusquement, figeant le médecin en plein mouvement, « Arrêtez l'exécution ». La voix haletante du directeur de la prison résonna à travers l'interphone, « De nouvelles preuves ont été découvertes. Le gouverneur a accordé un sursis. » L'aiguille flottait à quelques centimètres du bras de David alors que l'horloge sonnait 10 heures. David Reed était passé de l'abandon à la réussite grâce à une détermination sans faille. Orphelin à 12 ans lorsque ses parents sont décédés dans un carambolage sur l'autoroute, il a été ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à ce qu'il quitte le système à 18 ans. Armé de rien d'autre qu'une bourse d'État et une détermination inébranlable, David travaillait la nuit comme agent de sécurité tout en obtenant son diplôme en commerce. Sa percée est survenue lorsque la prestigieuse Mitchell entreprise l'a embauché comme assistant de direction de Thomas Mitchell, l'héritier charismatique de l'entreprise. Avant son arrestation, David avait trouvé son seul véritable compagnon en Max, un berger allemand programmé pour l'euthanasie au refuge du comté. Quelque chose dans les yeux intelligents du chien avait parlé à David, un esprit apparenté qui connaissait l'abandon. Lorsque David a ramené Max à la maison, leur lien a été immédiat et indéfectible. Chaque soir après le travail, il se promenait le long de la rivière Westbrook, David se détendant de la politique d'entreprise tandis que Max bondissait joyeusement en avant, regardant toujours en arrière pour s'assurer que son humain suivait. Thomas Mitchell avait reconnu le talent de David, le promouvant assistant personnel en moins d'1 an. David gérait l'emploi du temps chargé de Thomas, organisait des réunions et a finalement eu accès à des dossiers financiers sensibles où il a découvert des irrégularités troublantes pointant vers un détournement de fonds massif par le frère aîné de Thomas, Michael Mitchell. Sarah Collins, une infirmière vétérinaire aux yeux chaleureux et au rire doux, avait été la petite amie de David pendant 3 ans avant son arrestation. Bien qu'ils se soient séparés 6 mois avant le meurtre, leur connexion est restée suffisamment forte pour que David confie Max à ses soins lorsque la police l'a emmené. Bien qu'elle ait cru en son innocence, Sarah a finalement cessé de lui rendre visite au fil des années. Son absence, une autre blessure dans l'isolement de David. Jack Wilson, le détective qui a mené l'arrestation de David, passe maintenant sa retraite hantée par des doutes sur l'affaire. Les preuves semblaient irréfutables, les empreintes digitales de David sur l'arme du crime, des images de sécurité le montrant près de la scène, un virement bancaire suspect. Pourtant, quelque chose dans l'insistance inébranlable de David sur son innocence rongeait la conscience de Jack. Michael Mitchell, 14 ans de plus que Thomas, avait toujours ressenti du ressentiment envers le charme naturel de son jeune frère et la préférence évidente de leur père en tant que directeur financier de Mitchell Entreprises. Michael projetait compétence et fiabilité, mais derrière son sourire mesuré se cachait une ambition impitoyable. Lorsque les enquêteurs ont trouvé le corps de Thomas imbibé de sang dans son bureau, Michael avait semblé convenablement dévasté et avait pointé les autorités directement vers David Reed. La routine du couloir de la mort était devenue toute l'existence de David Reed. Chaque matin commençait à 5 heures du matin avec les lumières fluorescentes crues qui s'allumaient, suivies d'un plateau de petit déjeuner sommaire glissé à travers l'étroite fente de la porte de sa cellule. Sa maison depuis 5 ans mesurait 2,40 m sur 3 mètres, des murs en béton peint en beige institutionnel, une combinaison de toilettes et d'éviers en métal et un mince matelas qui ne permettait jamais une nuit complète de sommeil. La fenêtre et l'étroite fente trop haute pour être atteinte n'offraient qu'un aperçu de ciel qui passait du noir au bleu et inversement, marquant des jours qui se fondaient dans une monotonie sans fin. L'exercice arrivait à 8 heures précises, 1 heure dans une cage en grillage qu'ils appelaient la cour, où David effectuait méthodiquement des pompes, des abdominaux et des tours autour du périmètre. Les gardes avaient depuis longtemps cessé de se moquer de son programme d'entraînement. Se mettre en forme pour votre rendez-vous avec l'aiguille Reed avait perdu de sa virulence après la première année. La nuit, lorsque le bloc cellulaire tombait dans un calme relatif,
David restait éveillé et se rappelait la fourrure de Max entre ses doigts, l'aboiement excité du chien lorsqu'il rentrait du travail et le poids réconfortant de lui sautant sur le lit malgré les règles de la maison qui l'interdisaient. Ces souvenirs le soutenaient bien plus que les séances hebdomadaires avec l'aumônier de la prison qui parlait de pardon et d'acceptation tandis que David maintenait silencieusement son innocence. Le mardi après-midi, il rencontrait son avocat commis d'office, un défenseur public fatigué nommé Martin Grayson, qui avait hérité de son affaire après que son avocat de première instance soit passé au privé. La mallette de Grayson semblait devenir de plus en plus mince à chaque visite, ses expressions plus résignées alors que les appels étaient systématiquement rejetés. Les témoignages des témoins sont solides, avait expliqué Grayson lors de leur dernière réunion. Les preuves matérielles n'ont pas changé. Sans quelque chose de nouveau, quelque chose de substantiel, je ne vois pas comment nous pourrions annuler cette condamnation. Il n'avait pas eu besoin d'ajouter que le temps était compté. David avait lui-même compté les jours. La lettre est arrivée un jeudi, livrée par un garde qui semblait presque s'excuser. Notification officielle, marmonna le garde en faisant glisser l'enveloppe à travers la fente. Les mains de David tremblaient en l'ouvrant, bien qu'il attende ce moment depuis des années. La date d'exécution avait été fixée, le 17 juin, dans 3 semaines. La bureaucratie méthodique de la mort exposée en noir et blanc sur du papier en tête du gouvernement. Cette nuit-là, David a rêvé de Max courant dans de hautes herbes, s'arrêtant pour le regarder avec ses yeux intelligents qui semblaient toujours comprendre plus qu'un chien ne devrait. Il s'est réveillé avec des larmes sur le visage et le poids écrasant de savoir qu'il ne sentirait plus jamais la fourrure de Max. Le directeur de la prison, Robert Harding, a enlevé ses lunettes et a massé l'arête de son nez. La lumière du soleil matinal s'infiltrait à travers les stores vénitiens de son bureau, projetant des ombres rayées sur son bureau où le formulaire de dernière requête de David Reed était ouvert, un chien. Il veut voir son chien avant l'exécution. La voix de Harding trahissait son incertitude. En 15 ans à superviser le pénitencier d'État de Westbrook, il avait traité des dizaines de dernières demandes, des repas spéciaux, des conseils religieux, des derniers appels téléphoniques à la famille, mais jamais cela. La directrice adjointe, Patricia Morale, se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Il n'y a pas de précédent pour faire entrer un animal dans l'établissement, surtout pas le jour de l'exécution. Protocole de sécurité. C'est un chien, pas une arme, interrompit Harding. Quel genre de risque de sécurité cela pourrait-il poser? Ce n'est pas seulement la sécurité, rétorqua Morale. C'est la procédure. Le jour de l'exécution suit un protocole strict. Chaque minute est comptée. Où cette interaction aurait-elle lieu? Pendant combien de temps? Qui serait responsable de l'animal? Harding se pencha en arrière sur sa chaise, réfléchissant, il avait toujours été fier de diriger un établissement qui maintenait la dignité dans son devoir le plus solennel. Reed avait été un prisonnier modèle, calme, respectueux, ne causant jamais de problème, bien qu'il ait maintenu son innocence. Si c'est vraiment son dernier souhait, contacter le bureau du procureur, décida Harding. Nous avons besoin de leur approbation avant de procéder. La procureure de district, Eleanor Walsh, s'est montrée moins accommodante lorsqu'elle a été jointe par téléphone. Absolument pas, déclara-t-elle fermement. Reed a brutalement assassiné Thomas Mitchell. Cette demande de dernière minute ressemble à de la manipulation, une tentative de retarder la procédure ou de susciter de la sympathie. Ce n'est qu'un chien, Eleanor, répondit Harding, la fatigue évidente dans sa voix. L'homme est sur le point de mourir. L'humanité ne nous coûte rien, l'humanité. La voix de Walsh s'aiguisa. Où était l'humanité de Reed lorsqu'il a poignardé Mitchell cette fois? La famille de la victime mérite une clôture, pas plus de retard parce qu'un meurtrier condamné veut caresser un chien. Le débat s'est poursuivi jusqu'à ce qu'il parvienne à un compromis. Reed pourrait voir son chien pendant 15 minutes maximum dans une salle de visite sécurisée sous surveillance stricte, sans possibilité de retarder l'exécution prévue. Walsh insista pour envoyer l'assistant du procureur de district, Jason Turner, pour superviser le processus, garantissant le maintien du protocole. Et lorsque le garde Michael Fernandez informa David que sa requête avait été conditionnellement approuvée, quelque chose changea dans l'expression de l'homme condamné, le premier sourire sincère que Fernandez avait vu en des années à le surveiller. Merci, dit simplement David, sa voix rauque par manque d'usage. Elle s'appelle Sarah Collins. Elle s'occupe de Max depuis que j'ai été arrêté. Fernandez hocha la tête, mal à l'aise face à cette gratitude. Quelqu'un la contactera demain matin. 8 heures du matin, 15 minutes, c'est tout. Après le départ du garde,
David s'assit sur sa couchette, les mains jointes fermement pour arrêter leur tremblement. Une dernière chance de voir Max, de ressentir cet amour inconditionnel avant la fin, une dernière chance de regarder dans ses yeux qui ne l'avaient jamais jugé, qui ne l'avaient jamais cru capable de meurtre. Peut-être que dans ces 15 minutes, il pourrait trouver la paix qu'il avait fui pendant 5 ans. Sarah Collins fut réveillée en sursaut par la sonnerie stridente de son téléphone. Désorientée, elle tâtonna sur sa table de chevet, renversant un flacon de médicaments sur ordonnance avant de trouver son téléphone portable. L'horloge numérique indiquait 6h47 du matin. Allô, sa voix était épaisse de sommeil et des effets persistants de ses médicaments. Madame Collins, ici le pénitencier d'État de Westbrook, nous vous appelons au sujet de David Reed. Soudain, Sarah se redressa, complètement réveillée. Elle savait que ce jour allait arriver, elle avait vu la date d'exécution rapportée dans le journal local, mais entendre la voix officielle rendait cela brutalement réel. David a demandé à voir son chien Max, comme dernier souhait avant son exécution ce matin. Serait-il possible pour vous d'amener l'animal à l'établissement avant 8 heures? Il y aura une visite surveillée de 15 minutes. La main libre de Sarah se dirigea instinctivement vers ses cheveux courts, une habitude nerveuse depuis que la chimiothérapie avait emporté ses longues ondulations au burn. Bien sûr, réussit-elle à dire. Je serai là. Après avoir raccroché, Sarah appela doucement, Max, viens ici, mon garçon. Habituellement, le son de sa voix provoquait un piétinement immédiat de coussinet sur le bois dur, mais l'appartement resta silencieux. Elle sortit du lit, grimaçant face à la douleur constante dans ses os, un autre compagnon indésirable depuis son diagnostic. Max? Elle vérifia son lit dans le coin de sa chambre, puis se déplaça dans le petit appartement, cuisine, salon, salle de bain, chaque espace vide, augmentant son anxiété. Max n'était jamais hors de sa vue longtemps, surtout pas pendant la nuit. L'esprit de Sarah remonta à leur promenade du soir. Ils avaient pris leur itinéraire habituel à travers Parkside le long du chemin de la rivière que David lui avait autrefois montré. Elle se souvenait avoir remarqué un homme dans une veste sombre qui les regardait depuis un banc, mais elle avait rejeté l'observation comme de la paranoïa, un effet secondaire de la maladie et du traitement lui faisant imaginer des menaces dans des rencontres ordinaires. La porte d'entrée était toujours verrouillée et enchaînée de l'intérieur, mais lorsqu'elle vérifia le petit patio clôturé à l'extérieur de son appartement au rez-de-chaussée, elle trouva le portail déverrouillé, oscillant légèrement dans la brise matinale. La laisse de Max, dont elle se souvenait distinctement avoir accroché au crochet près de la porte, gisait en morceaux près de la clôture. La panique monta dans sa poitrine alors qu'elle saisissait à nouveau son téléphone, cette fois composant un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis près d'1 an. « Jacques, c'est Sarah Collins », sa voix était étranglée. « J'ai besoin de votre aide. C'est au sujet du chien de David Reed. » Jack Wilson était à mi-chemin de son café du matin lorsque Sarah appela. Malgré sa retraite, il maintenait son emploi du temps de détective, réveillé à 5h30 du matin, petit déjeuner à 6h, journal à 6h30. Le rythme familier l'aidait à tenir les cauchemars à distance, ceux où le visage de David Reed apparaissait, insistant toujours sur son innocence alors qu'on l'emmenait menotter. « Sarah, ralentissez, » dit Jack, tendant déjà la main vers sa veste. « Quand avez-vous vu Max pour la dernière fois exactement ? » Hier soir vers 10h30, nous avons marché près de la rivière, puis nous sommes rentrés à la maison. Il était là quand je me suis couché, mais maintenant. Sa voix se brisa. « Jacques, David va être exécuté aujourd'hui. Son dernier souhait était de voir Max. Si je ne le trouve pas, je serai là dans 15 minutes, promit Jacques, une poussée d'adrénaline familière, à la fois effroi et détermination, le propulsant vers sa voiture. Alors qu'il naviguait dans la circulation matinale, Jacques ne pouvait ignorer le timing, le chien de David Reed disparaissant la nuit précédant son exécution, après 5 ans de garde sans incident. Quelque chose semblait délibérément orchestré et les instincts de Jacques, aiguisés par 30 ans de travail de police, criaient que ce n'était pas une coïncidence. Au moment où il arriva au complexe d'appartements de Sarah, elle se tenait dehors, le téléphone pressé contre son oreille. La lumière du soleil matinal révélait ce que l'appel de la prison avait masqué, à quel point elle était devenue mince, à quel point elle était pâle sous son expression déterminée. Jacques avait entendu parler de sa maladie par des connaissances communes, mais n'avait pas réalisé à quel point elle avait progressé. La prison dit qu'ils ne peuvent pas retarder, rapporta TL en s'approchant. Si nous ne trouvons pas Max et n'arrivons pas là-bas avant 8h30 au plus tard, David n'aura pas son dernier souhait. Jacques vérifia sa montre, 7h12 du matin, un peu plus d'1 heure pour trouver un chien disparu dans une ville de 300 000 habitants.
Montrez-moi exactement où vous avez marché hier soir, dit-il, retombant automatiquement en mode enquête. Et dites-moi plus sur cet homme que vous avez vu vous observer. Alors qu'il se précipitait vers le chemin de la rivière, Sarah décrivit l'étranger, grand, portant une veste sombre, malgré la soirée chaude, une casquette de baseball abaissée. Rien de définitivement suspect, sauf la conscience lancinante, la sensation d'être observé que Sarah avait ressentie. L'esprit de Jacques travailla méthodiquement à travers les possibilités. Si quelqu'un avait délibérément enlevé Max, il avait une raison, soit causé une douleur supplémentaire à David dans ses dernières heures, soit quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, il devait agir rapidement. Quelque part dans la ville, le temps s'épuisait à la fois sur le dernier souhait d'un homme et, potentiellement, sur son dernier espoir. Jack Wilson s'agenouilla au bord de la rivière, examinant le sol avec la précision méthodique qui avait fait de lui le détective le plus efficace du service. La rosée du matin s'accrochait encore à l'herbe, préservant des empreintes qui allaient bientôt disparaître sous la chaleur du jour. Sarah se tenait à proximité, les bras enroulés autour d'elle-même, malgré la chaude matinée de juin. « Max s'arrête toujours à ce banc », expliqua-t-elle, pointant vers un siège en bois usé surplombant l'eau. David le laissait se reposer ici pendant leur longue promenade. Jacques hocha la tête, étudiant la zone. Le sol autour du banc montrait de multiples ensembles de baskets, des promeneurs de chiens, des visiteurs quotidiens du parc, mais son attention se fixa sur un ensemble particulier, des bottes d'homme, une taille 45 ou 46, avec un motif distinctif dans la semelle. Ces traces apparurent à côté de plus petites empreintes de pattes qui correspondaient à la description de Max par Sarah. « Elles ont l'air fraîches », murmura Jacques, suivant la piste. Elle s'éloigne du chemin principal vers ses bâtiments d'entretien. Alors qu'il suivait les empreintes, le téléphone de Sarah vibra avec un message de la prison, « Veuillez confirmer l'heure d'arrivée prévue avec le chien. Le calendrier d'exécution ne peut pas être modifié. » Sa main trembla en vérifiant l'heure, 7h38 du matin. « Jacques, nous devons nous dépêcher, » insista-t-elle, le désespoir évident dans sa voix. La piste les mena à un ensemble de cabanons d'entretien utilisés par les services du parc. Derrière ces bâtiments, les empreintes et les empreintes de pattes bifurquèrent vers un vieux hangar à bateaux, sa peinture s'écaillant après des années de négligence. La porte était entr'ouverte. « Restez derrière moi », ordonna Jacques, les vieilles habitudes refaisant surface alors qu'il s'approchait avec prudence. Avant qu'il n'atteigne la porte, un gardien local sortit d'un des cabanons d'entretien. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-il en ajustant sa casquette d'uniforme. « Un berger allemand », répondit Sarah rapidement. « Il a disparu la nuit dernière. » L'expression du gardien changea. « C'est drôle que vous demandiez. J'ai vu un homme avec un gros chien tôt ce matin vers 5 heures, j'ai trouvé ça étrange que quelqu'un soit dehors si tôt, à moins qu'il ne soit pas là pour de bonnes raisons. »« À quoi ressemblait-il » demanda Jacques. Grand, vêtements sombres, il avait le chien en laisse mais l'animal semblait anxieux, tirant en arrière. « Il est parti par là. » Il pointa vers la zone industrielle de l'autre côté du parc, vers ces vieux entrepôts près des voies ferrées. Jacques le remercia et ils redirigèrent rapidement leurs recherches. Alors qu'ils traversaient le parc, ils passèrent devant un kiosque à journaux avec le titre du matin affiché en gras, « Mitchell, le meurtrier sera exécuté aujourd'hui ». En dessous, il y avait le portrait de David pris il y a 5 ans, l'air jeune et choqué, à côté d'une plus petite photo de Thomas Mitchell, l'héritier séduisant dont la mort avait captivé la ville. « Il continue de l'appeler ainsi », dit Sarah avec amertume. Après tout ce temps, toujours aucune présomption d'innocence. Jacques resta silencieux. C'était lui qui avait monté le dossier contre David. Après tout, les preuves avaient semblé irréfutables, les empreintes digitales de David sur l'arme du crime, des images de sécurité le plaçant près de la scène pendant l'heure estimée du décès, des virements bancaires suspects suggérant un motif. Pourtant, dans les années qui ont suivi sa retraite, Jacques avait revu l'affaire à plusieurs reprises dans son esprit, troublé par des incohérences que son jeune moi avait trop facilement écartées. Alors qu'ils approchaient du quartier des entrepôts, ils remarquèrent autre chose, des groupes de manifestants rivaux se rassemblant près de la prison, à plusieurs pâtés de maisons de là. Un groupe tenait des pancartes demandant justice pour Thomas Mitchell, tandis que l'autre protestait contre la peine capitale et appelait à un sursis à l'exécution. La ville était devenue de plus en plus divisée sur l'affaire de David. « Nous n'avons plus beaucoup de temps », lui rappela Sarah, jetant un coup d'œil anxieux à sa montre. Il est déjà passé 8 heures. Le quartier des entrepôts se dressait comme un monument au passé industriel de la ville, une collection de bâtiments en briques et en tôle ondulée, certains encore en activité,
d'autres abandonnés à la rouille et au graffiti. La lumière du soleil matinal brillait sur les fenêtres brisées, projetant de longues ombres sur les chemins de béton fissurés entre les structures. Les traces mènent par ici, observa Jacques, suivant de faibles empreintes dans la terre là où le trottoir se terminait. Quelqu'un est définitivement passé par ici récemment. Sarah suivit de près, sa respiration devenant plus difficile à chaque pas. Jacques remarqua sa pâleur, mais ne dit rien. Sa détermination était évidente et il n'avait pas le temps de s'inquiéter. La piste mena à un plus petit entrepôt avec des lettres délavées l'identifiant comme « Mitchell Storage Shipping », une filiale de Mitchell Entreprise qui avait fermé il y a des années. « Mitchell », murmura Jacques, ça pourrait être une coïncidence. Une chaîne sécurisait les portes principales, mais la rouille et la négligence avaient créé un espace suffisamment large pour que quelqu'un puisse s'y glisser. À l'intérieur, des nuages de poussière dansaient dans les rayons de lumière filtrant à travers les puits de lumière sale, illuminant des rayonnages abandonnés et des caisses d'expédition oubliées. « Max » appela doucement Sarah, sa voix résonnant, « Max, es-tu ici, mon garçon ?» Des profondeurs de l'entrepôt vint un faible gémissement, puis un aboiement familier. « Max ?» Sarah se précipita vers le son, Jacques suivant avec prudence. Ils le trouvèrent dans ce qui avait été un espace de bureau, un berger allemand avec des yeux marrons intelligents et un museau grisonnant, attaché à un bureau en métal avec une nouvelle laisse. En voyant Sarah, tout le corps de Max remua d'excitation, sa queue frappant le sol. Alors que Sarah s'agenouillait pour embrasser le chien, Jacques inspecta la prison de fortune. Quelqu'un avait laissé de l'eau dans un récipient en plastique et ce qui semblait être de la nourriture pour chien acheté à la hâte éparpillée sur le sol. Une tasse de café jetable suggérait que le kidnappeur était resté avec Max pendant un certain temps. Sur le bureau poussiéreux gisait un emballage de sandwich vide provenant d'un restaurant ouvert toute la nuit à plusieurs pâtés de maison de là. Quelqu'un a planifié ça, conclut Jacques en examinant la zone plus en profondeur. Ils savaient où l'emmener, comment le sécuriser, ils ont même apporté des fournitures pour le garder calme et confortable. Sarah enlevait déjà la laisse inconnue du collier de Max. Alors qu'elle le faisait, ses doigts effleurèrent quelque chose d'inhabituel, un petit objet en métal attaché à l'intérieur du collier. Elle le tourna pour l'examiner dans la faible lumière. « Jacques, regarde ça » appela-t-elle, tenant ce qui semblait être une petite clé USB fixée au collier avec du ruban adhésif résistant. Ce n'était pas là avant. Quelqu'un a ajouté ça au collier de Max. Jacques prit l'appareil, le retournant avec précaution. « On dirait une clé USB, dit-il, ses instincts de détective se réactivant. Pourquoi quelqu'un kidnapperait Max uniquement pour attacher ça à son collier? Les yeux de Sarah s'écarquillèrent en réalisant. « David, murmura-t-elle. Ça doit être lié à David, d'une manière ou d'une autre. » Jacques vérifia sa montre, 8h22 du matin. « Nous devons aller à la prison maintenant, dit-il avec urgence. Quoi que ce soit, ça pourrait être important. » Alors qu'ils sortaient en hâte, avec Max trottinant joyeusement à leur côté, Jacques aperçut une caméra de sécurité montée en hauteur sur le mur de l'entrepôt. Sa position suggérait qu'elle aurait capturé quiconque entrant ou sortant du bâtiment. Contrairement aux autres caractéristiques abandonnées de l'entrepôt, une petite lumière sur cette caméra brillait en rouge, toujours opérationnelle après toutes ces années. Quelqu'un surveille toujours cet endroit, nota Jacques, une suspicion rampante se formant dans son esprit, mais il n'y avait pas le temps d'enquêter davantage. L'exécution de David Reed était prévue pour 10h du matin et il devait atteindre la prison immédiatement. La berline de Jacques filait à toute vitesse dans la circulation matinale, le gyrophare clignotant sur son tableau de bord, une relique de ses jours de détective qu'il n'avait jamais pris la peine d'enlever. Sarah était assise sur le siège passager, serrant la laisse de Max tandis que le chien haletait avec contentement à l'arrière, ignorant l'urgence de leur mission. « Il est 8h48, dit Sarah, vérifiant son téléphone pour la 12e fois. La prison dit que si nous ne sommes pas là-bas avant 9h15, ils n'autoriseront pas la visite. Les préparatifs finaux commencent à 9h30. Jacques contourna un camion de livraison, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que David cacherait sur une clé USB, se demanda-t-il à voix haute. Et pourquoi l'attacher au collier de Max après 5 ans à ne rien dire? Il a toujours maintenu son innocence, répondit Sarah, la voix serrée d'émotion. Peut-être que ce sont des preuves qu'il ne pouvait pas révéler avant maintenant. Alors qu'ils approchaient de la prison, les groupes de manifestants rivaux apparurent au grand jour, au moins 100 personnes de chaque côté, retenues par des barricades et des policiers. Un côté portait des photos de Thomas Mitchell et des pancartes indiquant « Justice rendue » et « Souvenez-vous de la victime ».
Le groupe adverse tenait des bougies malgré la lumière du matin et des pancartes proclamant « Meurtre d'État » et « Un innocent meurt aujourd'hui ». Un camion de reportage de la station locale était garé à proximité, un journaliste se préparant pour une diffusion en direct. L'exécution du meurtrier de Thomas Mitchell avait ravivé l'intérêt du public pour l'affaire, devenant le principal sujet d'actualité du jour. « Nous ne passerons jamais par cette entrée principale », murmura Jacques, évaluant la situation avec un détachement professionnel. Trop de monde, trop de questions. Il vira brusquement, prenant soudainement un virage serré vers l'entrée de service dont il se souvenait de ces jours où il amenait des suspects pour traitement. Une porte en grillage bloquait leur chemin, un garde d'apparence ennuyé posté dans la cabine de sécurité. Jacques baissa sa vitre, montrant son badge de détective à la retraite. Jack Wilson, ancien homicide. J'ai Sarah Collins et le chien pour la dernière visite de Reed, on nous attend. Le garde vérifia son bloc-notes, fronçant les sourcils. Vous êtes à la limite. Ils sont sur le point de commencer les préparatifs finaux. Circonstance spéciale, répondit Jacques avec le ton autoritaire qui lui avait bien servi pendant des décennies. Appelez le directeur si vous avez besoin de vérifier, mais je ne pense pas qu'il ait envie d'expliquer au gouverneur pourquoi le dernier souhait d'un homme condamné a été refusé pour quelques minutes. Le bluff fonctionna. Le garde leur fit signe de passer, les dirigeant vers une entrée latérale où un fonctionnaire de la prison attendait, regardant anxieusement sa montre. « Madame Collins, demanda-t-il alors que Sarah sortait avec Max, je suis le directeur adjoint Simmons. Nous devons vous faire passer, vous et l'animal, immédiatement, protocole de sécurité. » Alors qu'il se précipitait à l'intérieur, Jacques posa une main sur le bras de Sarah. « Montrez-leur la clé USB, murmura-t-il. Dites-leur que cela pourrait être une preuve. Forcez-les à la regarder avant l'exécution. » Sarah hocha la tête, son visage déterminé. Alors qu'ils étaient conduits à travers une série de points de contrôle de sécurité, Max resta remarquablement calme, comme s'il sentait l'importance de son comportement. Derrière eux, à la limite de la propriété de la prison, une berline noire s'arrêta. Michael Mitchell observait leur arrivée à travers les vitres teintées, son expression impénétrable, tout en portant un téléphone à son oreille. « Ils ont retrouvé le chien, dit-il simplement. Et ils sont maintenant à l'intérieur de la prison. » À l'autre bout du fil, une voix demanda « Devons-nous procéder comme prévu ?» La mâchoire de Michael se crispa. « Oui, rien ne change. L'exécution aura lieu aujourd'hui, quoi qu'il arrive. » Il raccrocha et continua de surveiller l'entrée de la prison, ignorant que l'accusation soigneusement montée contre David Reed était sur le point de s'effondrer d'une manière qu'il ne pouvait absolument pas prévoir. Le sous-directeur Simmons conduisit Sarah, Jacques et Max à travers une série de points de contrôle de sécurité, chacun plus restrictif que le précédent. Les gardiens de prison fixaient Max avec une curiosité non dissimulée. La présence d'un chien dans ces murs était sans précédent. Le berger allemand resta calme, restant près de Sarah tandis qu'il naviguait dans le labyrinthe institutionnel de portes verrouillées et de caméras de surveillance. La dernière visite aura lieu dans la salle C, expliqua Simmons, vérifiant sa montre pour la 5e fois. L'assistant du procureur Turner est déjà là. Vous aurez exactement 15 minutes avec le prisonnier. Sarah serra plus fort la laisse de Max, sa voix tremblant légèrement lorsqu'elle parla. Avant de commencer, il y a quelque chose d'important que vous devez voir. Elle retira délicatement la clé USB du collier de Max et l'attendit. Ceci était attaché au collier de Max lorsque nous l'avons retrouvé ce matin. Quelqu'un l'a emmené hier soir et l'a ramené avec ça. Simmons fixa l'appareil avec une suspicion évidente. Qu'est-ce que c'est censé être? Nous ne savons pas. Jacques intervint, s'avançant avec l'autorité qu'il avait cultivée pendant des décennies dans les forces de l'ordre. Mais étant donné le moment choisi le jour de l'exécution de Reed, cela pourrait être une preuve pertinente. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour attacher ceci au collier du chien. Simmons hésita, le protocole se heurtant au bon sens. Ce n'est pas la procédure standard. La visite a été approuvée pour le chien uniquement, pas pour introduire de nouveaux éléments dans l'affaire. Il ne s'agit pas de procédure, rétorqua Jacques, baissant la voix pour empêcher les gardes à proximité d'entendre. Il s'agit de s'assurer que l'État n'exécute pas un homme potentiellement innocent. Préférez-vous expliquer au gouverneur pourquoi vous avez ignoré des preuves potentiellement exonératoires ou pourquoi vous avez retardé une exécution de 30 minutes pour les examiner? L'expression du sous-directeur se crispa, mais il prit sa radio. Je dois contacter le directeur Harding et le bureau du procureur.
Ils furent dirigés vers une petite salle de conférence où l'assistant du procureur Jason Turner attendait, son costume sur mesure et son expression impatiente le distinguant nettement de l'environnement utilitaire de la prison. Gordon Harding arriva quelques instants plus tard, le visage grave. « Mademoiselle Collins, Monsieur Wilson », reconnut Harding d'un signe de tête. « Je crois comprendre que vous avez apporté quelque chose qui, selon vous, pourrait être pertinent pour l'affaire Reed. » Turner intervint avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre. « Quoi que ce soit, c'est hors de propos à ce stade. Tous les appels ont été épuisés. L'exécution aura lieu comme prévu. »« Avec tout le respect que je vous dois, » répondit Jacques, des années d'expérience dans les salles d'interrogatoire évidentes dans son ton mesuré, vous n'avez même pas vu ce qu'il y a sur cette clé. Êtes-vous si certain de la culpabilité de Reed que vous refuseriez d'examiner des preuves potentielles, des preuves qui apparaissent comme par hasard quelques heures avant l'exécution? Turner ricana. C'est une tactique de désespoir de dernière minute. Sarah s'avança, sa silhouette menue captant d'une manière ou d'une autre l'attention. Si vous êtes si sûr de votre affaire, Monsieur Turner, quel mal pourrait-il y avoir à regarder? Gordon Harding fit un geste vers un ordinateur sur la table de conférence. Voyons ce qu'il y a dessus tout de suite. La pièce se tut lorsqu'un spécialiste technique fut convoqué pour accéder à la clé en toute sécurité. Les minutes s'égrenèrent, la tension montant à chaque seconde qui passait. À l'extérieur de la pièce, les préparatifs de l'exécution se poursuivaient, un rappel sombre de ce qui était en jeu. Finalement, le technicien connecta la clé à un ordinateur portable sécurisé. L'écran s'illumina avec un dossier contenant plusieurs fichiers, des enregistrements vidéo, des fichiers audio et des documents financiers. « Ouvrez la vidéo marquée « Preuve », suggéra Jacques. Le technicien s'exécuta et la pièce se tut alors que des images de caméras de sécurité remplissaient l'écran. L'horodatage indiquait 23h42 la nuit où Thomas Mitchell fut assassiné. L'angle de la caméra capturait le bureau de Mitchell vu d'en haut, montrant l'homme travaillant tard à son bureau. La porte s'ouvrit et une silhouette entra au pas David Reed, mais Michael Mitchell, le frère aîné de Thomas. « C'est impossible », murmura Turner en se penchant en avant. À l'écran, une dispute éclatait clairement entre les frères. Bien qu'il n'y ait pas d'audio, le langage corporel était indubitable, Michael gesticulant de manière agressive, Thomas restant sur ses positions. Puis, avec une soudaineté choquante, Michael saisit un coupe-papier sur le bureau et se jeta en avant. L'attaque fut frénétique, plusieurs coups de couteau portés en succession rapide. « Jésus-Christ » marmonna le directeur Harding. La vidéo continua, montrant Michael effaçant méthodiquement ses empreintes digitales de l'arme du crime avant de la placer dans ce qui semblait être un sac en tissu. Il accéda ensuite à l'ordinateur de son frère, tapant rapidement avant de quitter le bureau, laissant Thomas Mitchell saigner sur la coûteuse moquette. L'horodatage montrait que tout l'incident avait duré moins de 5 minutes. « Il y a plus », dit le technicien en ouvrant un fichier audio. Une voix clairement identifiable comme celle de Michael Mitchell remplit la pièce. Thomas est au courant du détournement de fonds. Il menace de le rendre public. Je ne peux pas laisser cela arriver. Tout ce que j'ai construit s'effondrerait. Reed a accès à tous les fichiers. Il serait simple de le piéger. Ses empreintes digitales sont partout dans le bureau, y compris sur ce coupe-papier antique que Thomas garde sur son bureau. Le visage de Turner s'était vidé de sa couleur. D'où ça vient? Comment savons-nous que c'est authentique? Jacques pointa la vidéo. La caméra de sécurité sur ces images fait partie du système interne de Mitchell Enterprises, pas les caméras publiques sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour les poursuites. Cela provient de leur réseau de sécurité privée, nous n'y avons jamais eu accès. Ouvrez le document financier, insista Sarah. Les fichiers révélaient des stratagèmes comptables élaborés montrant comment Michael Mitchell avait systématiquement détourné des millions de l'entreprise au fil des ans, dissimulant le vol grâce à un réseau complexe de sociétés écrans et de fausses factures. La formation juridique de Turner reprit le dessus. Tout cela pourrait être fabriqué. Nous devons authentifier. Bien sûr, acquiesça Jacques, mais cela ne suffit-il pas à justifier un sursis temporaire à l'exécution pendant que les éléments sont examinés correctement? Gordon Harding vérifia sa montre, 9h17. Reed est déjà en train d'être préparé. Si nous voulons arrêter ce processus, il faut que ce soit maintenant. Turner hésita, le procureur de carrière luttant avec l'éthique du fonctionnaire de justice. Finalement, il acquiesça. Je vais contacter le bureau du gouverneur et demander un sursis d'urgence en attendant l'examen des nouvelles preuves. Mais,
ajouta-t-il en fixant Jacques d'un regard d'acier, si cela s'avère fabriqué, il y aura de graves conséquences. Ce n'est pas fabriqué, insista Sarah, sa main reposant sur la tête de Max, David est innocent. Il le dit depuis 5 ans. Alors que Turner sortait pour passer l'appel, le directeur Harding se tourna vers son adjoint, retardez les procédures de préparation, mais ne dites pas à Reed pourquoi. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs tant que nous n'avons pas de confirmation. L'horloge murale poursuivait sa progression implacable vers 10 heures. Chaque tic-tac rappelant à quel point David Reed avait failli mourir pour un crime qu'il n'avait pas commis. David Reed s'était fait à l'idée de mourir. 5 années d'enfermement l'avaient dépouillé de tout, sauf de cette certitude finale, aujourd'hui serait son dernier jour sur Terre. La matinée avait apporté la préparation rituelle, le dernier repas qu'il ne pouvait pas supporter, les vêtements propres qu'il lui avait fournis, les dernières prières du ministre qu'il avait submergé sans pénétrer ses pensées. Lorsque les gardes arrivèrent à 9h30, David se leva sans résistance, tendant ses poignets pour les menottes cérémonielles que la procédure exigeait, malgré l'impossibilité de s'échapper de la forteresse de la prison d'État de Westbrook. Il avait imaginé ce moment d'innombrables fois, à quoi ressemblerait le couloir, combien de pas il faudrait faire, si ses jambes le soutiendraient jusqu'à la chambre d'exécution. La réalité était à la fois exactement comme il l'avait imaginé et, d'une certaine manière, complètement différente. Par ici, Reed, ordonna le gardien principal, sa voix professionnellement détachée. David suivit mécaniquement, se concentrant sur chaque pas. Ils avaient promis qu'ils pourraient voir Max avant la fin, c'était une demande, mais maintenant ils l'emmenaient dans la direction opposée aux salles de visite. « Qu'en est-il de mon chien » demanda-t-il, la voix rauque à cause du manque d'usage. On m'a dit que je pouvais le voir. Les gardes échangèrent des regards avec leurs collègues. Changement de programme, continuer d'avancer. Une froide résignation s'abattit sur David. Une dernière déception dans une vie qui s'était effondrée comme un château de cartes il y a 5 ans. Quelle que soit la décision bureaucratique qui avait refusé son dernier souhait, cela importait peu maintenant. Bientôt, plus rien n'importerait. La chambre d'exécution ressemblait exactement à ce qui était décrit dans les documents fournis aux condamnés à mort, une conception clinique et impersonnelle pour transformer la mort en une procédure stérile, le brancard avec ses sangles en cuir, la fenêtre d'observation où les témoins se rassembleraient bientôt, l'horloge murale indiquant 9h46. La procédure exige une déclaration finale, l'informa le directeur alors que les techniciens préparaient les perfusions intraveineuses. Souhaitez-vous en faire une ? David considéra la question pendant qu'il le dirigeait vers le brancard. Que pouvait-il dire qui ait de l'importance ? Qu'il était innocent. Personne ne l'avait cru pendant 5 ans. Pourquoi commencerait-il maintenant ? Qu'il leur pardonnait ? Il n'était pas sûr de le faire. Juste ça. Je n'ai jamais tué Thomas Mitchell, dit-il finalement alors qu'il fixait les sangles sur sa poitrine et ses jambes. J'espère qu'un jour quelqu'un découvrira la vérité. Le médecin de la prison s'approcha avec l'appareil de perfusion intraveineuse, le visage masqué d'un détachement professionnel. David sentit la froideur de l'alcool sur son bras, la brève piqûre lorsque l'aiguille trouva sa veine. Il ferma les yeux, évoquant une image de Max courant dans le parc, les oreilles flottant joyeusement au vent. Si ses dernières pensées pouvaient être de quoi que ce soit, il voulait qu'elles soient de ces simples moments de bonheur. La salle d'observation commença à se remplir. À travers ses yeux à moitié fermés, David pouvait distinguer des formes se déplaçant derrière la vitre. La famille Mitchell serait là. Il savait que Michael serait digne dans son deuil pour un frère qu'il avait soi-disant aimé. Peut-être quelques journalistes, les témoins d'état requis. La trotteuse de l'horloge murale se déplaça à 9h52. Le médecin vérifia la perfusion intraveineuse une dernière fois. Tout se déroulait avec la précision mécanique d'un protocole bien répété. Puis, rompant le silence solennel, le bruit d'une porte qui s'ouvrait en claquant, des voix fortes dans le couloir à l'extérieur. La radio du directeur grésilla avec urgence. « Monsieur, nous avons une situation », rapporta une voix. « Le bureau du gouverneur est en ligne. Il ordonne un sursis immédiat. » L'expression du directeur ne révélait rien alors qu'il sortait. Le médecin s'arrêta, l'aiguille suspendue au-dessus de l'orifice d'injection, attendant les instructions. David resta immobile, craignant d'espérer, craignant de ne pas le faire. Des secondes s'étirèrent en minutes d'une incertitude atroce. L'horloge indiquait 9h57 lorsque le directeur revint, le visage grave. « Retirez les sangles », ordonna-t-il. L'exécution a été suspendue sur ordre du gouverneur, en attendant l'examen de nouvelles preuves.
Les mots pénétrèrent lentement la conscience de David, leur signification s'assemblant pièce par pièce comme un puzzle. Sursis. Nouvelle preuve. Les sangles se desserrèrent, le sang se précipitant douloureusement dans ses membres. Que se passe-t-il, réussit-il à demander alors qu'il l'aidait à se relever. La réponse du directeur fut mesurée. Je ne suis pas autorisé à discuter des détails. Monsieur Reed, vous êtes renvoyé dans votre cellule pendant que certaines questions sont examinées. Alors qu'il le ramenait dans les couloirs, l'esprit de David s'emballa. 5 années de désespoir l'avaient conditionné à ne pas s'attendre à des miracles. Pourtant, quelque chose s'était produit, quelque chose d'assez important pour arrêter son exécution quelques minutes avant qu'elle ne soit exécutée. En passant devant une fenêtre, il aperçut la cour de la prison où des groupes de manifestants rivaux s'étaient rassemblés. La scène se brouilla alors que des larmes inattendues lui montaient aux yeux. Pour la première fois depuis 5 ans, David Reed se permit d'envisager la possibilité qu'il ne meure pas aujourd'hui après tout. Dans l'aile administrative de la prison, une équipe d'enquête improvisée s'était réunie. La procureure Eleanor Walsh était arrivée, accompagnée de 2 détectives de la police d'État et d'un expert en criminalistique numérique. Les fichiers USB étaient systématiquement analysés, leur authenticité remise en question et testée. Sarah était assise, épuisée, dans un fauteuil d'angle, Max somnolent à ses pieds, tandis que Jacques se tenait près de la fenêtre, regardant la foule à l'extérieur grossir à mesure que la nouvelle du sursis d'exécution se répandait. Wilson, l'appela Walsh, sa voix coupant ses pensées. Un mot. Ils sortirent dans le couloir, à l'écart des autres. Walsh avait été la supérieure de Jacques pendant des années avant sa retraite, une procureure coriace et pragmatique avec un dossier de condamnation exceptionnel. Vous avez apporté ces preuves, déclara-t-elle en étudiant son visage, après 5 ans de silence. Pourquoi maintenant et comment vous êtes-vous impliqué? Jacques soutint son regard avec constance. Sarah Collins m'a appelé ce matin lorsque le chien a disparu. Pure coïncidence? Rien dans tout cela ne ressemble à une coïncidence, rétorqua Walsh. Le chien disparaît la nuit précédant l'exécution, puis réapparaît avec des preuves qui pourraient disculper Reed, après que 5 années d'appel n'aient rien donné. Jacques hésita, pesant soigneusement ses mots. Le moment était venu, la confession qu'il avait répétée mentalement pendant des mois mais qu'il ne s'était jamais attendu à faire réellement. Il y a quelque chose que vous devez savoir, Eleanor, commença-t-il, sa voix plus basse. Quelque chose avec lequel je me bats depuis ma retraite. L'expression de Walsh se durcit, reconnaissant la gravité de son ton. J'étais le détective principal sur l'affaire Mitchell, continua Jacques. J'ai monté l'accusation contre David Reed et j'ai des doutes sur sa culpabilité depuis des années. Quel genre de doute? Sa voix était dangereusement calme. Des incohérences dans le calendrier, des témoignages qui ne correspondaient pas tout à fait, l'arme du crime essuyée, sauf les empreintes de Reed, trop propres. Jacques secoua la tête. À l'époque, j'ai considéré ces éléments comme des problèmes mineurs. Les preuves circonstancielles étaient solides et la pression pour résoudre une affaire très médiatisée comme le meurtre de Mitchell était énorme. Êtes-vous en train de dire que vous avez sciemment poursuivi un innocent? Demanda Walsh. Non, répondit fermement Jacques. Je croyais qu'il était coupable lorsque nous l'avons arrêté. Mais après, en relisant les dossiers de l'affaire à la retraite, des questions ont continué à surgir. J'ai commencé à enquêter en privé, à examiner les finances de Michael Mitchell, à interroger à nouveau des témoins, hors procès-verbal. L'esprit juridique de Walsh saisit immédiatement les implications. Vous avez mené une enquête non autorisée sans en informer le département ni mon bureau. Je devais être certain avant de me manifester, expliqua Jacques. Ma réputation, toute ma carrière a été construite sur cette affaire. J'avais besoin de preuves irréfutables avant de suggérer que nous pourrions avoir envoyé un innocent dans le couloir de la mort. Et avez-vous trouvé ces preuves avant aujourd'hui? Jacques secoua la tête. Des fragments, des soupçons, mais rien d'assez concret pour justifier la réouverture de l'affaire. Rien de comparable à ce qu'il y a sur cette clé. Walsh l'étudia. Son expression était illisible. Savez-vous d'où vient cette clé? Qui a créé ces fichiers? Non, admit Jacques. Mais j'ai une théorie. L'assistant personnel de Thomas Mitchell n'était pas seulement David Reed, il avait toute une équipe. L'un d'eux pourrait avoir eu accès aux images de sécurité, pourrait avoir recueilli des preuves tout le long et attendu 5 ans jusqu'au jour de l'exécution pour les révéler. Le scepticisme de Walsh était évident. Je n'ai pas toutes les réponses, reconnut Jacques, mais ce qui compte maintenant,
c'est de déterminer si ce qu'il y a sur cette clé est authentique. Si c'est le cas, nous devons réparer cette injustice avant qu'il ne soit trop tard. Walsh resta silencieuse pendant un long moment, analysant les implications non seulement pour David Reed, mais aussi pour le système judiciaire qu'elle servait depuis des décennies, pour la réputation de son bureau et pour son propre héritage. L'équipe de criminalistique pense que la vidéo n'a pas été trafiquée, dit-elle finalement. Les documents financiers semblent authentiques. Nous retraçons les images de sécurité pour vérifier qu'elles proviennent du système interne de Mitchell Enterprises. Un soulagement envahit Jack. Alors vous croyez qu'il est possible que Reed soit innocent? Ce que je crois n'a pas d'importance, répondit Walsh professionnellement. Ce sont les preuves qui comptent. Et pour l'instant, elle suggère que nous devons examiner de très près Michael Mitchell. Elle s'arrêta, le fixant d'un regard pénétrant. Mais Jack, quand ce sera terminé, nous aurons une conversation beaucoup plus longue sur votre enquête privée. Jack acquiesça, acceptant l'avertissement implicite. Sa carrière était probablement terminée, quel que soit le reste de sa réputation après sa retraite, elle serait détruite lorsque toute l'histoire serait révélée. Mais rien de tout cela n'avait d'importance comparé à la prévention de l'exécution d'un innocent. Alors qu'il retournait dans la salle de conférence, Sarah leva les yeux, interrogative. Jack lui fit un signe de tête subtil qui détendit légèrement ses épaules. Pour la première fois depuis le début de la recherche frénétique de ce matin, l'espoir semblait être une émotion raisonnable plutôt qu'un fantasme désespéré. À travers la fenêtre, Jack pouvait voir des fourgons de presse se rassembler devant les portes de la prison. À la tombée de la nuit, l'histoire dominerait toutes les chaînes, le sursis dramatique de dernière minute, les nouvelles preuves explosives, le potentiel coup monté par l'un des hommes d'affaires les plus en vue de la ville. Et quelque part dans la ville, Michael Mitchell regardait les mêmes reportages, réalisant que sa fausse réalité soigneusement construite commençait à s'effondrer. Dans le centre de commandement hâtivement assemblé au sein de l'aile administrative de la prison d'État de Westbrook, la tension flottait dans l'air comme de l'électricité statique. L'experte en criminalistique numérique, le docteur Melissa Chan, travaillait méthodiquement sur les fichiers récupérés de la clé USB, ses doigts se déplaçant sur le clavier avec une précision exercée, tandis que les enquêteurs de l'État, les fonctionnaires de la prison et les représentants légaux regardaient dans un silence tendu. Les images de sécurité semblent authentiques, annonça le docteur Chin, soulignant des éléments à l'écran. L'encodage de l'horodatage correspond au système propriétaire de Mitchell Enterprises. Plus important encore, il n'y a aucun signe de manipulation numérique ou de montage. Sur l'écran principal, la vidéo accablante était diffusée à nouveau, Michael Mitchell entrant dans le bureau de son frère, la dispute, la violence soudaine du coup de couteau. L'imagerie était frappante et sans ambiguïté. Qu'en est-il des enregistrements audio, demanda la procureure Eleanor Walsh, son visage affichant une étude et une inquiétude professionnelle contrôlée. Le docteur Chin ouvrit les fichiers audio, affichant des schémas de forme d'onde à l'écran. J'ai effectué une analyse préliminaire des schémas vocaux avec une certitude de 98%. C'est la voix de Michael Mitchell. L'enregistrement discute du stratagème de détournement de fonds et mentionne explicitement le piégeage de David Reed. Jack Wilson se pencha en avant, son attention attirée par un document financier particulier. Regardez cet enregistrement de transfert, dit-il en pointant une transaction mise en évidence, $300 000 transférés vers un compte offshore au nom de Reed le lendemain du meurtre. Cela correspond exactement à ce que nous avons trouvé lors de l'enquête initiale, fit remarquer le détective Marcus Ramirez, fronçant les sourcils en regardant le document. Sauf que nous pensions que Reed avait transféré l'argent lui-même. Cela montre que Michael Mitchell a créé le compte à distance et a autorisé le transfert en utilisant les identifiants de sécurité de Thomas Mitchell. Sarah, qui avait observé discrètement depuis sa position près du mur, Max toujours fidèlement à ses côtés, prit la parole. Mais comment David a-t-il eu accès à toutes ces preuves et pourquoi attendre 5 ans pour les révéler? La pièce se tut alors que tout le monde considérait la question. C'est le directeur Harding qui finit par répondre. Peut-être ne les avait-il pas jusqu'à récemment, ou peut-être ne pouvait-il pas les révéler en toute sécurité jusqu'à maintenant. Il y a un autre fichier que nous n'avons pas ouvert, fit remarquer le docteur Chin, en cliquant sur un document simplement intitulé Red-Bas Premier Text. Un fichier texte apparut à l'écran. À celui qui trouvera ceci, je m'appelle David Reed, ancien assistant personnel de Thomas Mitchell. Je ne l'ai pas tué. C'est son frère, Michael, qui l'a fait, comme le montrent les preuves ci-jointes. J'ai découvert le stratagème de détournement de fonds de Michael en organisant les dossiers financiers de Thomas. Quand je l'ai porté à l'attention de Thomas,
il a commencé sa propre enquête. Michael l'a tué pour empêcher la divulgation, puis m'a piégé. J'ai caché des copies de ces preuves à plusieurs endroits au cours des 5 dernières années, mais chaque fois que j'ai essayé de les faire connaître, des accidents sont arrivés à ceux qui essayaient de m'aider. 2 avocats, un gardien de prison et un ancien collègue ont tous subi de mystérieux malheurs après les avoir contactés. J'ai réalisé que Michael surveillait toutes mes communications. Max était mon plan de dernier recours. Je l'ai entraîné avant mon arrestation à répondre à certaines commandes qui mèneraient un chercheur à ses preuves. Sarah Collins connaît ses commandes. Je crois que même si Michael surveillait mes communications, il ne verrait pas un chien comme une menace jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous lisez ceci, je prie pour qu'il ne soit pas trop tard pour arrêter mon exécution et traduire Michael Mitchell en justice. Le silence s'abattit sur la pièce alors que les implications étaient assimilées. David essayait de révéler la vérité depuis des années, mais avait été systématiquement bloqué par l'influence et la surveillance de Michael Mitchell. Nous devons arrêter Michael Mitchell immédiatement, déclara la procureure Walsh, en prenant son téléphone, et nous devons sécuriser toutes les copies restantes de ses preuves. Le détective Ramirez ajouta, si Mitchell se rend compte que nous avons ça, il pourrait essayer de détruire tout ce qui reste. Alors que l'équipe se mobilisait, le docteur Chin continua d'analyser les documents financiers. Ces dossiers montrent que Thomas Mitchell s'apprêtait à signaler le détournement de fonds de son frère à la SEC. Il avait rassemblé des preuves de plus de 20 millions de dollars volés sur les comptes de l'entreprise et les fonds des actionnaires. 20 millions, murmura Jacques, l'ampleur du crime devenant enfin claire. C'est un sacré mobile. Sur une ligne sécurisée, la procureure Walsh coordonnait avec le service de police pour envoyer des agents au bureau et au domicile de Michael Mitchell. Je le veux en garde à vue dans l'heure, ordonna-t-elle, et je veux que tous les appareils électroniques qu'il possède soient saisis comme preuve. Gordon Harding s'approcha de Sarah, son attitude sévère quelque peu adoucie par les événements qui se déroulaient. Mademoiselle Collins, aimeriez-vous voir Monsieur Reed maintenant? Je pense que, dans les circonstances actuelles, nous pouvons organiser une visite convenable. Sarah acquiesça, les larmes lui montant aux yeux. Oui, s'il vous plaît. Et Max peut-il venir aussi? David devrait savoir que son plan a fonctionné, que Max a contribué à lui sauver la vie. Alors que des préparatifs étaient en cours, Jacques s'éloigna du groupe, submergé par le poids de son rôle dans cette erreur judiciaire. Pendant 5 ans, un innocent avait été dans le couloir de la mort tandis que le véritable meurtrier était en liberté, construisant sa fortune sur le sang de son frère. Jacques avait contribué à le mettre là, avait monté l'accusation qui avait failli coûter la vie à David Reed. Cette connaissance le hantrait pendant les années qui lui restaient à vivre. La salle de visite de la prison n'avait jamais semblé aussi lumineuse à David Reed, après 5 ans dans l'éclairage contrôlé du couloir de la mort. Même les ampoules fluorescentes institutionnelles semblaient brillantes. Il était assis à la table métallique, essayant toujours d'assimiler le tourbillon d'informations. Le directeur avait partagé de nouvelles preuves, découvert son sursis d'exécution, une enquête s'ouvrait sur Michael Mitchell. Il avait l'impression de vivre un rêve dont il craignait de se réveiller. Lorsque la porte s'ouvrit pour révéler Sarah, avec Max bondissant en avant sur sa laisse, David se leva en titubant. « Sarah » murmura-t-il son nom comme une prière sur ses lèvres. Max l'atteignit en premier, gémissant d'excitation, sautant pour poser ses pattes sur la poitrine de David. David s'agenouilla, enfouissant son visage dans la fourrure du chien, inhalant l'odeur familière qui ramenait des souvenirs, son appartement, la liberté, la normalité. « Tu l'as fait, mon pote » murmura-t-il. « Tu l'as vraiment fait. » Quand il leva finalement les yeux vers Sarah, les changements en elle le choquèrent. Elle avait toujours été mince, mais maintenant elle paraissait fragile, ses clavicules saillantes sous sa chemise, ses cheveux autrefois rouges vifs réduits à une courte calotte discrète. Ses yeux étaient les plus frappants, toujours le même bleu doux, mais maintenant entourés de cernes sombres qui témoignaient d'une souffrance prolongée. « Tu es malade » déclara-t-il, la prise de conscience le frappant comme un coup physique. Sarah tenta un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Lymphome de stade 4, confirma-t-elle doucement. Diagnostiqué il y a 10 mois. » David se releva difficilement, Max toujours collé contre sa jambe. « Sarah, je suis tellement désolé, je ne savais pas. » « Comment aurais-tu pu le savoir ? » Ce n'est pas comme s'il diffusait les nouvelles médicales dans le couloir de la mort. Elle tendit la main pour toucher sa main timidement. « Ce qui compte, c'est que tu sois vivant. Les preuves ont fonctionné, David. » Il passe tout en revue. Jack Wilson aide.
Il te croit maintenant. Wilson, le détective qui m'a arrêté. Sarah acquiesça puis, soudain, agrippa le bord de la table, son visage se vidant du peu de couleur qu'il lui restait. J'ai juste besoin de m'asseoir un instant, murmura-t-elle en s'abaissant prudemment sur la chaise. David sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas à Sarah, ça va? Elle essaya d'acquiescer, mais une violente douleur traversa son visage. Elle pressa une main sur son côté, sa respiration devenant superficielle. Ce n'est rien, juste comme d'habitude. Avant qu'elle ne puisse terminer, ses yeux se révulsèrent et elle s'effondra en avant. David se jeta à travers la table, la rattrapant avant qu'elle ne heurte la surface. « À l'aide !» cria-t-il, sa voix résonnant sur les murs de béton. « On a besoin d'aide ici. » Le garde posté à l'extérieur se précipita à l'intérieur, jeta un coup d'œil à Sarah, inconsciente, et contacta immédiatement par radio l'assistance médicale. En quelques minutes, l'équipe médicale de la prison arriva, repoussant David alors qu'elle évaluait ses signes vitaux. La tension artérielle chute, rapporta un médecin. Le pouls est rapide et filant. Elle a mentionné un lymphome de stade 4. David leur dit d'urgence, elle est sous traitement. Le médecin-chef acquiesça d'un air sombre. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Cela pourrait être lié à son traitement ou à une complication de la maladie. Alors qu'il transférait Sarah sur une civière, ses yeux s'ouvrirent brièvement. Elle tendit faiblement les doigts, cherchant quelque chose à quoi se raccrocher. David s'avança, prenant sa main dans la sienne. « Max, » murmura-t-elle, « prends soin de Max. »« Ne parle pas comme ça, » insista David, marchant le long de la civière alors qu'il la dirigeait vers la sortie. « Tout va bien se passer. » Il savait que ces mots sonnaient creux, même en les prononçant. La gravité dans l'expression des médecins racontait une histoire différente. À la porte, un garde bloqua l'avancée de David. « Je suis désolé, monsieur Reed, vous ne pouvez pas quitter l'établissement. » La cruelle réalité de sa situation frappa David de nouveau. Malgré l'arrêt de l'exécution, il restait un prisonnier, incapable d'accompagner Sarah à l'hôpital, incapable de s'assurer qu'elle recevrait les soins appropriés. « S'il vous plaît, » implora-t-il le garde. « Elle n'a personne d'autre. » Du fond du couloir, Jack Wilson s'approcha rapidement, prenant la scène en compte. Il prit une décision rapide, « Je vais l'accompagner », dit-il à David. « Je resterai avec elle à l'hôpital et vous tiendrai informé. » Les médecins continuèrent leur progression rapide vers la baie d'ambulance. Jack, suivant de près, David, resta impuissant devant la porte de sécurité, Max gémissant doucement à côté de lui, regardant Sarah s'éloigner sur une civière, cette femme qui avait gardé foi en lui pendant 5 ans, qui était venue à son secours le jour de son exécution, malgré sa propre souffrance. « S'il vous plaît, ne la laissez pas mourir », murmura-t-il à personne en particulier. « Pas quand nous avons enfin découvert la vérité. » De retour dans l'aile administrative, le directeur Harding reçut la nouvelle de l'effondrement de Sarah. « Assurez le confort de Reed, » ordonna-t-il à son adjoint, « et voyez si le chien peut rester avec lui. Pour l'instant, étant donné les circonstances, je pense que nous pouvons faire une exception à la politique. » Alors que la crise avec Sarah se déroulait, aucun d'eux ne remarqua l'alerte d'information clignotée sur le téléviseur en sourdine dans le coin de la pièce. La police encercle la tour Mitchell alors que des allégations de détournement de fonds et de meurtre émergent contre le PDG Michael Mitchell. Michael Mitchell se tenait devant les baies vitrées de son bureau d'angle au 42e étage de la tour Mitchell, regardant la ville s'étendre sous lui comme un fief personnel. Pendant 5 ans, il avait entretenu la façade du frère endeuillé qui avait canalisé sa perte dans la construction de l'entreprise que son frère assassiné ne dirigerait jamais. Cet acte lui avait valu de la sympathie, du respect et, surtout, un contrôle incontesté de Mitchell Entreprises. Aujourd'hui aurait dû être le dernier chapitre. L'exécution de David Reed éliminerait la dernière personne qui pourrait le relier au meurtre de Thomas. Pourtant, quelque chose avait mal tourné. Ses sources à la prison avaient signalé un sursis à exécution approuvé par le gouverneur lui-même. Plus inquiétant encore, elles mentionnaient de nouvelles preuves, un chien et l'implication du détective Jack Wilson. Le téléphone de Michael vibra avec un appel entrant de son chef de la sécurité, « Monsieur, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Des véhicules de police entrent dans le parking de l'immeuble, beaucoup d'entre eux. Se dirigeant vers son ordinateur, Michael accéda au flux de sécurité du bâtiment, confirmant ce que son chef de la sécurité avait rapporté. 6 voitures de police et une camionnette banalisée étaient entrées dans le niveau de stationnement souterrain. Il sentit un œuf froid se former dans son estomac.
Monsieur, devrions-nous les retarder à la réception? Non, répondit Michael, son esprit parcourant les imprévus qui ne feraient qu'aggraver la situation. Dites à la réception de les diriger vers mon bureau à leur arrivée. Mettant fin à l'appel, Michael se dirigea rapidement vers sa salle de bain privée, retirant une petite clé de son portefeuille. Derrière un miroir orné, un coffre-fort mural répondit à la clé et à une combinaison mémorisée. À l'intérieur se trouvait un passeport d'urgence sous un faux nom, plusieurs liasses de billets de banque en différentes devises et une clé USB d'assurance contre ce scénario précis. Il venait de refermer le coffre-fort lorsque la voix de sa secrétaire se fit entendre par l'interphone. « Monsieur Mitchell, il y a des policiers qui souhaitent vous voir. Ils disent que c'est urgent. » Michael redressa sa cravate, composa ses traits en une expression d'inquiétude perplexe et retourna à son bureau. « Faites-les entrer, Gloria. » La porte s'ouvrit pour révéler le détective Marcus Ramirez, accompagné de 4 policiers en uniforme. « Michael Mitchell, » annonça formellement Ramirez, « j'ai un mandat d'arrêt contre vous pour détournement de fonds, fraude et le meurtre de Thomas Mitchell. » Bien qu'il ait anticipé ce moment, les mots réels envoyèrent un choc à travers le sang-froid soigneusement construit de Michael. « C'est absurde, protesta-t-il, sa voix calibrée pour exprimer une incrédulité indignée. « Il doit y avoir une erreur. »« Pas d'erreur, monsieur, » répondit Ramirez, faisant signe à 2 policiers d'avancer. « Nous avons des preuves vidéo de votre meurtre de votre frère, des enregistrements audio de vous discutant du crime et des documents financiers documentant un détournement de fonds important de Mitchell Entreprises. » Alors que les policiers s'approchaient avec des menottes, Michael maintint sa performance. « Vidéo ? C'est impossible. J'exige de parler à mon avocat immédiatement. » « Vous aurez cette opportunité à la station, » lui assura Ramirez, regardant les policiers fixer les menottes autour des poignets de Michael. « Nous exécutons également des mandats de perquisition pour votre maison, vos véhicules et tous vos appareils électroniques. » Michael se laissa conduire vers la porte, son esprit calculant rapidement. La clé USB dans le coffre-fort contenait des informations sur des comptes offshore et des plans d'urgence pour cette situation précise. S'il pouvait être libéré sous caution, il serait encore temps d'accéder à ses ressources et de disparaître. Alors qu'il traversait la suite exécutive, le personnel rassemblé regardait en silence choqué leur PDG être emmené menotté. Gloria, sa fidèle secrétaire depuis 15 ans, cacha sa bouche d'horreur. Michael croisa son regard, offrant un signe de tête rassurant destiné à faire comprendre qu'il s'agissait d'un malentendu qui serait bientôt rectifié. Dans l'ascenseur descendant vers le hall, Michael s'adressa enfin directement à Ramirez. « C'est l'œuvre de David Reed, n'est-ce pas? Une fabrication de dernière minute pour sauver sa propre peau. » Ramirez l'étudia avec impassibilité. « Les preuves parlent d'elles-mêmes, monsieur Mitchell, et elles racontent une histoire très différente de celle que vous racontez depuis 5 ans. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler le hall rempli d'employés, de clients et, plus alarmant, de représentants des médias, avec des caméras déjà en train d'enregistrer. Ce n'était pas l'arrestation discrète que Michael avait espérée. C'était un spectacle public qui serait diffusé sur toutes les chaînes d'information dans l'heure. Alors que les flashs illuminaient son visage et que les journalistes criaient des questions, Michael maintint son expression digne, la tête haute, les épaules en arrière, l'image d'un homme accusé à tort. Mais à l'intérieur, la rage bouillonnait de la vitesse à laquelle son monde soigneusement construit s'effondrait. En sortant du bâtiment sous le soleil éclatant de l'après-midi, Michael fut frappé par une soudaine réalisation, l'exécution avait été prévue à 10 heures du matin. Il était maintenant plus de 14 heures. David Reed était toujours en vie et, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, il avait réussi à révéler la vérité que Michael avait travaillé si méticuleusement à dissimuler. Près de la voiture de police, Michael se tourna pour jeter un dernier regard sur la tour Mitchell, le monument brillant de son ambition qui avait coûté la vie à son frère et failli coûter celle de David Reed également. Pendant un bref instant, son masque glissa, révélant le froid calcul qui se cachait en dessous. Un journaliste observant surprit le changement d'expression à la caméra, la transformation d'une innocence affligée en quelque chose de tout à fait plus sinistre. À l'intérieur du poste de police, la procédure d'enregistrement se déroula avec une efficacité méthodique, empreinte digitale, photographie, effets personnels inventoriés et sécurisés. Michael répéta sa demande pour son avocat, maintenant le scénario d'une indignation justifiée. « Votre avocat a été contacté », l'informa le détective Ramirez, alors qu'il le conduisait dans une salle d'interrogatoire. « En attendant, vous voudrez peut-être vous préparer. Nous allons vous montrer exactement ce que nous avons. » Assis dans la pièce stérile,
Michael se permit enfin d'examiner toutes les implications de sa situation. S'ils avaient vraiment une vidéo du meurtre, son alibi soigneusement construit s'effondrerait. S'ils avaient accédé à ses documents financiers, le détournement de fonds serait indéniable. Pour la première fois depuis qu'il avait enfoncé le coupe-papier dans la poitrine de son frère il y a 5 ans, Michael Mitchell ressentit de la peur. La porte s'ouvrit pour laisser entrer la procureure de district Elana Walsh, son expression ne révélant rien, alors qu'elle plaçait un ordinateur portable sur la table entre eux. Avant l'arrivée de votre avocat, Monsieur Mitchell, je voulais vous donner un aperçu de ce que vous risquez. Elle ouvrit l'ordinateur et le tourna vers lui. À l'écran, il y avait les images de sécurité du bureau de Thomas, l'angle capturant chaque détail du meurtre que Michael avait commis. Son propre visage le regardait depuis l'écran, déformé par la rage, alors qu'il poignardait son frère à plusieurs reprises. Ce n'est que le début, continua Walsh. Nous avons votre voix qui parle du coup monté contre David Reed. Nous avons les documents financiers montrant comment vous avez détourné des fonds de l'entreprise. Nous avons la preuve de vos efforts pour faire taire quiconque pourrait aider Reed au cours des 5 dernières années. Elle fit une pause, étudiant son visage. La peine de mort est toujours en vigueur dans cet État, Monsieur Mitchell, la même punition que vous avez si ardemment recherchée pour un homme innocent. Michael Mitchell, qui avait orchestré le meurtre de son frère et la condamnation d'un innocent avec une précision méticuleuse, se retrouva sans voix alors que les murs de sa réalité soigneusement construite s'effondraient autour de lui. Le lendemain matin de l'arrestation de Michael Mitchell, David Reed était assis seul dans sa cellule, ressentant la proximité de la liberté comme sa propre forme unique de torture. Le sursis à exécution l'avait fait passer du couloir de la mort à la population carcérale générale pendant que son cas était réexaminé, mais les murs institutionnels restaient, maintenant d'une certaine manière plus oppressants qu'auparavant. L'espoir avait rendu la captivité plus difficile à supporter. David passa ses doigts le long du mur de béton à côté de sa couchette, traçant le petit calendrier qu'il y avait griffonné au cours des 5 dernières années. Chaque marque représentait un jour de sa vie méthodiquement volé. 5 ans, 1826 jours, anniversaire, vacances, mardis ordinaires que d'autres prenaient pour acquis, tous passaient entre ces murs tandis que le monde continuait sans lui. Il pensa à ses anciens collègues de Mitchell Entreprises, à la façon dont ils avaient témoigné contre lui au procès, à ses anciens amis qu'il avait regardés avec dégoût dans la salle d'audience, le croyant capable d'assassiner Thomas pour un gain financier. Leur visage s'était estompé dans sa mémoire, remplacé par les expressions immuables des gardes et des autres détenus. La dissolution complète de son monde social avait peut-être été l'aspect le plus cruel de sa punition. Les effets psychologiques d'un isolement prolongé s'étaient gravés dans son psychisme avec la précision d'un scalpel de chirurgien. Au cours de sa première année, David avait maintenu un régime d'exercice rigoureux et lu avec voracité dans la bibliothèque de la prison. À la 3e année, il avait développé une insomnie si grave que le médecin de la prison lui avait prescrit des médicaments. À la 4e année, il avait commencé à se parler à lui-même, à tenir des conversations pour se souvenir de ce à quoi ressemblait sa propre voix dans une discussion, plutôt que de simplement répondre aux ordres des gardes. Lorsque des crises de panique avaient commencé à le frapper sans prévenir et à le laisser haletant sur le sol de la cellule, David avait finalement reconnu ce que l'enfermement lui faisait. L'esprit humain n'était pas conçu pour un tel isolement. Chaque jour avait nécessité des exercices mentaux de plus en plus élaborés pour maintenir sa prise sur la raison. Le pire de tout avait peut-être été la connaissance de son innocence, la certitude exaspérante que quelque part en dehors de ces murs, Michael Mitchell continuait sa vie impunie. David avait écrit d'innombrables lettres à des avocats, des journalistes, des groupes de défense, à quiconque pourrait l'écouter. La plupart sont restés sans réponse. Ceux qui ont répondu ont offert des platitudes sans action, leur scepticisme étant évident même dans leurs expressions de sympathie. La surveillance constante avait été son propre tourment unique. Chaque moment observé, documenté, contrôlé, la vie privée était devenue un concept oublié, les fonctions humaines les plus simples accomplies sous des yeux vigilants. Même ses rêves ne lui avaient pas appartenu, car des terreurs nocturnes l'avaient fait sortir du sommeil en hurlant, attirant immédiatement l'attention des gardes de nuit, avec des lampes de poche et des rapports d'incidents. David avait cessé d'avoir des visiteurs à la 3e année. Sa tante âgée en Floride était décédée sans qu'il soit autorisé à assister à ses funérailles. D'anciens collègues avaient cessé de venir, mal à l'aise avec le cadre et les conversations qui se concentraient de plus en plus sur son cas plutôt que sur leur vie à l'extérieur. Seule Sarah avait continué à lui rendre visite mensuellement jusqu'à ce que sa propre maladie ait finalement empêché même cette petite miséricorde. Maintenant, avec les preuves de son innocence enfin révélées,
l'ampleur de ce qui lui avait été enlevé se posait comme un poids physique sur sa poitrine. 5 années irremplaçables, sa carrière détruite, sa réputation brisée, sa santé compromise, des relations rompues, la présomption de normalité dont la plupart des citoyens jouissaient anéantie. Et au-delà de ces pertes personnelles se trouvait une tragédie plus profonde, l'échec fondamental du système de justice conçu pour protéger les innocents. Chaque sauvegarde l'avait trahi, de l'enquête au procès, aux appels et à la quasi-exécution, la machine de la justice avait procédé avec une efficacité terrifiante vers une conclusion qui aurait été irrévocable et impardonnable. Alors que le soleil filtrait à travers l'étroite fenêtre de sa nouvelle cellule, David ferma les yeux et se permit, pour la première fois depuis des années, d'imaginer un avenir au-delà de ces murs. La perspective le terrifiait presque autant que l'exécution. L'aile d'oncologie de l'hôpital Mercy fonctionnait avec l'efficacité tranquille qui accompagne les relations courantes avec la mortalité. Jack Wilson était assis sur une chaise en plastique inconfortable à l'extérieur de l'unité de soins intensifs, son visage buriné montrant chacun de ses 65 ans. Il n'avait pas quitté l'hôpital depuis 24 heures, tenant sa promesse à David de veiller sur Sarah. À travers la cloison de verre, il pouvait voir Sarah Collins, connectée à un ensemble d'équipements de surveillance. Le médecin traitant, le docteur Patel, avait expliqué son état dans la terminologie clinique que les professionnels de la santé utilisent pour se distancer de la souffrance, syndrome de lyse tumorale aiguë, une complication de son régime de chimiothérapie agressif. Ses organes étaient en train de défaillir alors que les cellules cancéreuses détruites par le traitement libéraient leur contenu dans sa circulation sanguine, submergeant son système déjà compromis. Monsieur Wilson, approcha le docteur Patel, un presse-papier à la main. Puis-je vous parler de mademoiselle Collins? Jack acquiesça, se levant avec raideur. Comment va-t-elle? Pas bien, admit le docteur Patel, maintenant son sang-froid professionnel. Nous l'avons stabilisée pour l'instant, mais son état reste critique. Le cancer s'est métastasé à son foie et à ses poumons. Même si elle survit à cette crise, son pronostic se mesure en semaines, pas en mois. Jack absorba cette information stoïquement. Elle mérite plus de temps, dit-il enfin. Après tout ce qu'elle a fait. Il s'arrêta, ne voulant pas accabler le médecin avec les complexités morales de la situation de Sarah. Je comprends qu'elle s'occupe d'un chien appartenant à un ami, demanda le docteur Patel, passant en revue ses notes. L'ami qui a failli être exécuté hier. Oui, confirma Jack. Elle s'occupe de Max depuis 5 ans pendant que David Reed était en prison. Hier, ce chien a aidé à prouver l'innocence de Reed. La réserve professionnelle du docteur Patel s'adoucit légèrement. Elle doit tenir profondément à son ami pour maintenir un tel engagement à travers sa propre maladie. Elle ne lui a jamais dit qu'elle était malade, expliqua Jack. Elle ne voulait pas qu'il s'inquiète pour elle alors qu'il était confronté à l'exécution. C'est le genre de personne qu'est Sarah. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'une infirmière. Docteur Patel, mademoiselle Collins est consciente et demande quelqu'un nommé David. Retournant au chevet de Sarah, Jack la trouva pâle et fragile contre le linge d'hôpital, mais ses yeux étaient alertes et concentrés. Jack, murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bip régulier de l'équipement. David, est-ce qu'il va bien? Il va bien, lui assura Jack, prenant sa main avec précaution autour des tubulures intraveineuses. Les preuves sont en cours de vérification. Michael Mitchell a été arrêté. Tout ce que vous et Max avez fait a fait la différence. Sarah tenta un sourire. Je dois le voir. David a besoin de savoir. Elle fit une pause, reprenant des forces. J'ai besoin de lui dire que j'ai toujours cru en lui, que j'ai toujours su qu'il était innocent. Jack lui serra doucement la main. Je travaille dessus. Le procureur de district parle au juge de la possibilité d'une visite de compassion. Concentrez-vous simplement sur le fait de devenir plus forte. Ses yeux, enfoncés dans son visage pâle, le fixèrent avec une intensité surprenante. Ne me mens pas, Jack. Je sais ce qui arrive à mon corps. Sa respiration se fit en halètement superficiel. J'ai besoin de le voir avant qu'il ne soit trop tard. Jack avait été témoin de suffisamment de décès au cours de sa carrière pour reconnaître son ombre approchante. Sarah Collins était en train de mourir, son corps consumé à la fois par la maladie et par les traitements destinés à la combattre. La cruelle ironie ne lui échappait pas. Elle avait survécu assez longtemps pour aider à sauver David Reed de l'exécution, pour ensuite faire face à sa propre mortalité immédiatement après. Le docteur Patel entra dans la pièce, vérifiant les moniteurs avec une efficacité pratique.
Mademoiselle Collins, vous devez vous reposer. L'agitation ne fera qu'aggraver votre état. J'ai besoin de voir David Reed, insista Sarah, sa voix plus forte malgré son état affaibli. Il est au pénitencier de Westbrook. Ils ne le libéreront pas encore, même s'il est innocent. S'il vous plaît. Le docteur Patel et Jacques échangèrent des regards, une compréhension tacite passant entre eux. Sans commenter l'impossibilité médicale de sa demande, le docteur Patel ajusta les médicaments de Sarah. Je vais voir ce que nous pouvons arranger. Pour l'instant, vous devez conserver vos forces. Après que Sarah se soit rendormie, Jacques sortit dans le couloir et appela la procureure de district Eleanor Walsh. Eleanor, c'est Jacques. J'ai besoin d'une faveur importante. Sarah Collins n'a plus beaucoup de temps. À l'extérieur du palais de justice, des manifestants se rassemblaient en nombre croissant, leurs pancartes affichant la vitesse à laquelle l'opinion publique pouvait s'inverser. Libérer David Reed et la justice a échoué avaient remplacé les appels à l'exécution de la veille. Des camions de reportage bordaient la rue, des journalistes fournissant des mises à jour en direct alors que l'histoire explosive continuait de se dérouler sur les réseaux nationaux. À l'intérieur, les bureaux du juge Arthur Harmon étaient devenus le centre d'un ouragan juridique. Étaient présents la procureure de district Eleanor Walsh, l'avocat de la défense Martin Grayson, le procureur spécial William Fontaine nouvellement nommé du bureau du procureur général et des représentants de l'équipe juridique du gouverneur. Cette affaire représente une défaillance catastrophique du système, déclara le juge Harmon, retirant ses lunettes pour masser l'arête de son nez. Chaque sauvegarde sur laquelle nous comptons pour empêcher les condamnations injustifiées s'est effondrée. Je veux comprendre exactement comment cela s'est produit avant de prendre des décisions concernant la libération de M. Reed. Le procureur spécial Fontaine s'éclaircit la gorge. Votre honneur, un examen préliminaire confirme que les preuves de la clé USB semblent authentiques. L'analyse forensique des images de sécurité ne montre aucun signe de manipulation. La reconnaissance vocale confirme que l'audio est bien celui de Michael Mitchell. Les documents financiers s'alignent sur les documents cités à comparaître de Mitchell Entreprises ce matin. Et pourtant, rien de tout cela n'a émergé lors de l'enquête initiale, observa le juge Harmon avec insistance. Madame Walsh, la procureure de district a maintenu son sang-froid professionnel malgré la critique implicite. Les images de sécurité interne n'ont jamais été fournies à la poursuite ou à la police. Mitchell Entreprises a affirmé que son système avait mal fonctionné cette nuit-là. Quant aux documents financiers, ils avaient apparemment été modifiés avant d'être soumis comme preuve, modifiés par Michael Mitchell. Martin Grayson interrompit, son attitude auparavant vaincue transformée par la justification. Le même homme qui contrôlait l'entreprise après la mort de son frère, qui avait les moyens, le motif et l'opportunité de piéger mon client et qui a systématiquement bloqué toutes les tentatives de M. Reed pour révéler la vérité. Le juge Harmon leva une main pour empêcher d'autres arguments. Je comprends que les émotions sont vives, mais j'ai besoin de faits, pas d'accusations. Ce que nous avons ici, ce sont des preuves qui semblent exonérer M. Reed, mais la procédure appropriée doit encore être suivie. Avec respect, votre honneur, rétorqua Grayson, la procédure appropriée a failli entraîner l'exécution d'un innocent hier. Mon client a perdu 5 ans de sa vie à cause d'un emprisonnement injustifié. Chaque jour où il reste incarcéré aggrave cette injustice. L'expression du juge resta impassible. Je suis bien conscient de l'urgence, monsieur Grayson. Cependant, se précipiter maintenant pourrait compromettre la justice même que vous recherchez. À l'extérieur des bureaux, le coût humain de cette délibération juridique se manifestait dans toute la ville. Les programmes d'information par câble présentaient des interviews de jurés du procès initial de Reed, beaucoup exprimant leur horreur face à leur rôle dans la condamnation d'un innocent. Des campagnes sur les médias sociaux exigeaient que tous ceux qui étaient impliqués dans la poursuite rendent des comptes. Des éditoriaux réclamaient des examens de tous les cas capitaux dans l'État. La famille de Thomas Mitchell avait publié une brève déclaration exprimant son choc face aux allégations contre Michael et demandant le respect de sa vie privée. Les employés de Mitchell Entreprises faisaient face à des journalistes campés devant leur bureau, beaucoup apprenant les détails du stratagème de détournement de fonds pour la première fois grâce au reportage. Plus poignant encore, d'anciens collègues de David Reed se manifestaient maintenant avec des histoires sur son caractère et son intégrité, les mêmes personnes qui s'étaient distanciées après son arrestation. Leur soutien tardif, bien que peut-être bien intentionné, soulignait à quel point la présomption de culpabilité avait complètement supplanté la connaissance personnelle de l'accusé. Alors que le juge Harmon examinait les mémoires juridiques devant lui, la machinerie complexe du système de justice avançait, méthodique dans ses processus,
même lorsqu'elle était confrontée à sa propre erreur catastrophique. Pour David Reed, chaque heure de délibération représentait une autre heure d'enfermement injuste. Pour Sarah Collins, chaque heure représentait une chance de plus en plus mince de voir l'homme qu'elle avait fidèlement soutenu une dernière fois. La tragédie résidait non seulement dans la souffrance individuelle, mais aussi dans les défaillances systémiques qui l'avaient permise, une cascade d'erreurs, de suppositions, de préjugés et de malice qui avaient failli entraîner l'exécution sanctionnée par l'État d'un homme innocent. Que David Reed soit encore en vie n'était pas un triomphe du système, mais un sursis de dernière minute qui soulignait à quel point ce système avait failli échouer de manière irrévocable. Le 3e jour suivant l'état d'exécution de David Reed apporta encore une autre révélation sismique. Le procureur adjoint Jason Turner fit irruption dans le bureau d'Eleanor Walsh sans frapper, son comportement habituellement posé brisé par l'urgence. Ils ont trouvé quelque chose dans le coffre-fort privé de Michael Mitchell, annonça-t-il en déposant un dossier sur son bureau, un passeport et des documents de voyage pour Thomas Mitchell datés après son prétendu meurtre. Walsh fixa les preuves devant elle, un tampon d'entrée des îles Caïmans daté 6 mois après les funérailles de Thomas Mitchell. Il était attaché à une photo de passeport montrant un homme à l'apparence modifiée, mais indubitablement l'héritier prétendument décédé de Mitchell Entreprises. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, bien que les preuves devant elle suggèrent le contraire. Nous avions un corps. Les dossiers dentaires l'ont confirmé. Le corps a été mal identifié, expliqua Turner. Michael Mitchell avait accès au dossier dentaire de son frère par l'intermédiaire du dentiste de la famille. Il a soumis des dossiers modifiés pour correspondre au corps d'un John Doe de la morgue du comté, de taille, de corpulence et d'âge similaire. Le vrai Thomas Mitchell a apparemment quitté le pays alors que tout le monde le croyait assassiné. L'esprit de Walsh parcourut les implications. Si Thomas Mitchell est vivant, alors qui Michael Mitchell a-t-il tué dans ces images de sécurité? Personne, répondit Turner. L'attaque a été mise en scène. Le sang était authentique, le sang de Thomas Mitchell, prélevé auparavant lors d'une intervention médicale, conservé et utilisé pour la performance. Les 2 frères avaient collaboré pour simuler la mort de Thomas. Mais pourquoi accuser David Reed? Et pourquoi Thomas Mitchell abandonnerait-il son poste, sa vie, tout? La réponse est arrivée moins d'1 heure plus tard, lorsque des spécialistes de la cybercriminalité du FBI ont déchiffré des fichiers provenant de l'ordinateur portable personnel de Michael Mitchell. Les preuves dressaient un tableau stupéfiant d'une fraude d'entreprise à long terme perpétrée par les 2 frères Mitchell, remontant à près de 10 ans avant le meurtre de Thomas. Ils menaient une escroquerie de Ponzi massive par le biais de filiales, comme l'a expliqué l'enquêteur principal du FBI à un groupe stupéfait de procureurs et d'enquêteurs. Des centaines de millions de dollars de fonds d'investisseurs ont été détournés. Il savait que le stratagème était sur le point de s'effondrer, alors Thomas Mitchell a mis en scène sa mort pour s'échapper avec d'importants actifs offshore, tandis que Michael continuait à exploiter l'entreprise, utilisant le meurtre comme couverture pour les irrégularités financières qui finiraient inévitablement par apparaître. Et David Reed? Walsh a demandé si c'était leur bouc émissaire. L'enquêteur a confirmé que Reed avait commencé à remarquer des anomalies dans les finances de l'entreprise. Selon des courriels récupérés entre les frères, ils avaient décidé de le réduire au silence de façon permanente en l'accusant de meurtre. Thomas s'échappe avec l'argent, Michael conserve le contrôle des actifs légitimes de l'entreprise et Reed assume la responsabilité de tout. La dernière pièce à conviction était peut-être la plus accablante, un message vidéo de Thomas Mitchell lui-même, enregistré peu avant sa disparition et stocké sur le disque crypté. Michael, si tu regardes ça, c'est que quelque chose a mal tourné. L'image de Thomas Mitchell parlait depuis l'écran, son expression ne révélant rien du charme qui avait fait de lui un chouchou des médias économiques. Je suis en sécurité dans notre lieu de repli. La mise en accusation de Reed s'est parfaitement déroulée. Je prendrai contact par notre canal sécurisé dans 6 mois, une fois l'enquête terminée. N'oubliez pas que si quelque chose tourne mal, Reed est notre police d'assurance. Tous les chemins mènent à lui. Pour les enquêteurs réunis, le froid calcul dans la voix de Thomas Mitchell a confirmé ce que les preuves avaient déjà suggéré, David Reed avait été sacrifié dans une stratégie de sortie méticuleusement planifiée et désignée pour assumer la responsabilité de crimes qu'il n'avait pas commis, tandis que les véritables auteurs échappaient à la justice. Nous devons retrouver Thomas Mitchell, a déclaré Walsh, tout le poids de la responsabilité retombant sur ses épaules, et nous devons libérer David Reed immédiatement. Quelques heures après la révélation de la survie de Thomas Mitchell, l'affaire qui avait semblé simplement tragique s'est révélée être quelque chose de bien plus insidieux, une conspiration s'étendant bien au-delà des seuls frères Mitchell.
Alors que les enquêteurs réexaminaient les preuves de la poursuite initiale de David Reed, des schémas troublants ont émergé. Les témoignages de témoins clés avaient été manipulés grâce à un coding minutieux. Les experts financiers qui avaient mis en doute les preuves contre Reed avaient été systématiquement exclus du procès. Plus troublant encore, certains rapports de police contenant des preuves disculpatoires avaient été altérés avant de parvenir au procureur. Quelqu'un à l'intérieur du service a aidé à enterrer des preuves, a conclu Jack Wilson d'un ton sombre en examinant les dossiers de l'affaire avec Eleanor Walsh. Ces incohérences auraient dû être signalées immédiatement au cours de l'enquête. Walsh a acquiescé, son expression se durcissant. Et ces témoignages d'experts financiers qui ont été exclus. Le juge a accordé des motions visant à les supprimer, en se basant sur des précédents qui ne justifient pas réellement les décisions. Cela suggère également une implication judiciaire. La portée de la conspiration est devenue plus claire lorsque les enquêteurs ont suivi l'argent que Mitchell Enterprises avait versé. Des contributions substantielles ont été versées au procureur de district qui avait précédé Walsh, à la campagne de réélection du juge Raymond Pérez, qui avait présidé le procès de Reed, et à la fondation du service de police. Plus troublants encore étaient les comptes offshore liés à l'ancienne adjointe du procureur Catherine Maxwell, qui avait mené la poursuite de Reed, et au détective Paul Carter, qui avait supervisé la collecte des preuves sur les lieux du crime. Ils ont acheté une condamnation, a déclaré Walsh avec dégoût, visible dans sa voix, et nous leur avons presque offert une exécution pour achever la dissimulation. La réaction du public est passée de l'indignation à l'horreur à mesure que ces révélations faisaient surface. Les organes de presse qui avaient autrefois diffamé Reed le présentaient désormais comme la victime d'une profonde corruption de la justice. Les gros titres des premières pages proclamaient « Justice à vendre » et « Conspiration de corruption ». Au fur et à mesure que le scandale s'étendait, les partenaires commerciaux ont commencé à se distancer de Mitchell Enterprises, le cours de ces actions dégringolant à mesure que les investisseurs institutionnels abandonnaient le navire. Les employés qui n'étaient pas au courant des stratagèmes des frères étaient confrontés à un avenir incertain alors que la stabilité de l'entreprise était remise en question. L'enquête s'est étendue à l'échelle internationale alors que les autorités traçaient le réseau financier des frères Mitchell. Les relevés bancaires ont révélé des centaines de millions de dollars transitant par des sociétés écrans dans les îles Caïmans, à Singapour et en Suisse. Les agences de renseignement ont signalé des observations possibles de Thomas Mitchell à divers endroits, bien qu'il soit resté insaisissable. Michael Mitchell, confronté à des preuves croissantes de corruption et de pots de vin en plus des accusations initiales, a tenté de négocier un accord offrant des informations sur le lieu où se trouvait son frère en échange de clémence. Thomas a tout planifié, a-t-il insisté lors d'un entretien enregistré. Je suivais ses instructions. C'est lui le cerveau, pas moi. Les procureurs sont restés sceptiques quant à ses tentatives de rejeter la faute sur les autres. Il l'était d'autant plus que les experts comptables légistes ont découvert que Michael avait en fait détourné des fonds des comptes communs des frères, prévoyant apparemment de trahir Thomas tout comme ils avaient trahi David Reed. L'enquête sur la corruption s'est étendue aux anciens procureurs, aux responsables de la police et aux juges potentiellement compromis. 3 détectives qui avaient travaillé sur l'affaire Reed ont été mis en congé administratif en attendant les résultats de l'enquête. L'ancienne adjointe du procureur Maxwell, aujourd'hui associée dans un cabinet d'avocats prestigieux, a brusquement annulé des rendez-vous et aurait quitté le pays. Pour le public, chaque nouvelle révélation renforçait une vérité accablante, que la justice pouvait être compromise non seulement par une erreur ou un zèle excessif, mais par une corruption délibérée. La conviction fondamentale que le système, bien qu'imparfait, recherchait en fin de compte la vérité avait été profondément ébranlée. 3 semaines après la découverte de la survie de Thomas Mitchell, David Reed est entré dans la salle d'audience 7A du palais de justice fédéral, non pas en tenue de prisonnier, mais vêtu d'un costume fourni par son avocat. L'audience visant à annuler sa condamnation avait attiré une attention médiatique sans précédent. La galerie du tribunal était remplie de journalistes, d'observateurs juridiques et de citoyens troublés par les implications de l'affaire. Le juge Harmon, dont l'examen attentif des preuves avait finalement ouvert la voie à ce jour, a rappelé la cour à l'ordre avec une expression solennelle qui reconnaissait la gravité des débats. Avant de commencer, a-t-il annoncé, je tiens à noter pour le procès-verbal que cette affaire représente l'une des plus profondes erreurs judiciaires dont j'ai été témoin au cours de mes 30 années passées sur le banc. Que M. Reed comparaisse devant nous aujourd'hui, au lieu d'avoir été exécuté par l'État il y a 3 semaines, n'est pas un triomphe de notre système, mais un rappel qui donne à réfléchir sur son potentiel d'échec catastrophique. David s'est tenu debout comme on le lui avait demandé, son visage montrant les tensions de 5 années d'emprisonnement, mais aussi une dignité qui avait d'une manière ou d'une autre survécu à cette épreuve. À ses côtés, Martin Grayson est apparu,
transformé, de défenseur public là il y a quelques semaines à avocat, confirmé dans sa conviction de longue date de l'innocence de son client. La procureure Walsh s'est levée pour s'adresser au tribunal. Votre honneur, à la lumière des preuves accablantes désormais disponibles, l'État demande que la condamnation de David Reed soit annulée pour toutes les accusations liées au meurtre présumé de Thomas Mitchell. De plus, nous demandons au tribunal de rendre une décision d'innocence réelle, effaçant complètement et immédiatement le casier judiciaire de M. Reed. Ainsi soit-il, a répondu le juge Harmon sans hésitation. Monsieur Reed, bien qu'aucun mot ne puisse réparer les 5 années qui vous ont été volées, ce tribunal vous offre ses profondes excuses pour l'injustice que vous avez subie. Vous êtes libre de partir avec l'exonération complète de ce tribunal. La galerie a éclaté en applaudissements malgré les appels au calme de l'huissier. Les journalistes se sont précipités vers les portes, impatients d'annoncer la nouvelle de l'exonération officielle de Reed. Le juge Harmon a poursuivi une fois le calme revenu. De plus, ce tribunal ordonne l'ouverture immédiate d'une procédure visant à déterminer une indemnisation appropriée pour la condamnation et l'emprisonnement injustifié de M. Reed. J'ordonne également un examen approfondi de toutes les affaires capitales que le juge Pérez a présidées pendant son mandat. David a finalement pris la parole, sa voix ferme, malgré l'émotion visible dans ses yeux. Votre honneur, j'apprécie les mesures prises par le tribunal aujourd'hui, mais je voudrais aborder quelque chose de plus important que ma propre affaire. Le juge lui a fait signe de continuer. Il ne s'agit pas seulement de moi, a déclaré David, son regard parcourant la salle d'audience. Combien d'autres pourraient être assis dans des cellules en ce moment, innocents, mais sans les circonstances extraordinaires qui ont mis mon affaire en lumière? Sans un ami fidèle, un ancien détective dévoué et un chien qui a transporté des preuves qui ont finalement révélé la vérité, j'aurais été exécuté il y a 3 semaines et cette conspiration n'aurait peut-être jamais été découverte. Ces mots planaient dans l'air, défiant toutes les personnes présentes de faire face à la vulnérabilité du système à la manipulation et à l'erreur. Par conséquent, a poursuivi David, bien que je sois reconnaissant de ma liberté, je demande que le véritable héritage de cette affaire soit un engagement en faveur d'une réforme, afin de garantir que personne d'autre ne soit confronté à une exécution fondée sur des preuves fabriquées et une procédure corrompue. La réponse du juge Harmon a été immédiate et sans équivoque. Monsieur Reed, vos préoccupations font écho aux miennes. J'ordonne la création d'une commission spéciale chargée d'examiner les procédures et les garanties en matière de peine capitale de notre État, dont le rapport initial doit être remis à l'Assemblée législative dans un délai de 6 mois. Il s'est arrêté et a ajouté, et je voudrais vous inviter, si vous le souhaitez, à siéger en tant que consultant auprès de cette commission. Votre point de vue serait inestimable. Alors que la procédure touchait à sa fin, David Reed s'est retiré du box des accusés pour la dernière fois. Les lourdes portes en bois de la salle d'audience se sont ouvertes devant lui, marquant symboliquement son passage d'accusé à exonéré, de prisonnier à homme libre. À l'extérieur de ces portes, Jack Wilson attendait en tenant la laisse de Max, la queue du berger allemand remuant dans l'attente des retrouvailles avec son humain longtemps absent. Le chemin de la guérison restait long pour David Reed, mais aujourd'hui marquait son véritable commencement. Un soleil printanier éclatant inondait le parc de Westbrook. En ce matin, David Reed a fait sa première promenade en tant qu'homme véritablement libre. 3 jours s'étaient écoulés depuis son exonération officielle dans la salle d'audience du juge Harmon, des jours passés à naviguer dans la transition désorientante du couloir de la mort à la liberté. La sensation de marcher sans garde, sans contrainte, sans destination ou délai prédéterminé restait surréaliste, une sensation de liberté si complète qu'elle en était presque accablante. Max trottait à ses côtés, suivant parfaitement son rythme alors qu'ils empruntaient le chemin familier le long de la rivière. Le museau gris et la démarche légèrement plus lente du berger allemand étaient les signes les plus visibles des 5 années qui s'étaient écoulées, mais son dévouement restait inchangé. De temps en temps, Max jetait un coup d'œil à David, comme pour s'assurer qu'il était toujours là, et ses yeux bruns reflétaient un contentement qui semblait dire que tout était enfin revenu dans l'ordre. Il n'a jamais renoncé à toi, a commenté Jack Wilson, marchant à quelques pas derrière pour donner de l'espace à David tout en lui apportant le soutien qu'il avait promis. Chaque mois, lorsque Sarah l'amenait en visite, ce chien restait attentif tout le temps, te regardant comme si tu étais la seule personne au monde. David s'est arrêté à un banc en bois donnant sur l'eau, le même banc où lui et Max s'étaient souvent reposés avant son arrestation. Il s'est assis, sentant le soleil et le bois chaud sous ses doigts. Une sensation si simple, mais parmi les innombrables expériences sensorielles qui lui ont été refusées pendant son confinement. Je m'attends toujours à me réveiller dans ma cellule, a admis David à voix basse. 5 ans avec les mêmes murs, les mêmes habitudes. Maintenant, tout me semble trop ouvert,
trop imprévisible. Max s'est installé à ses pieds, posant sa tête sur la chaussure de David, comme il l'avait fait d'innombrables fois des années auparavant. La familiarité de ce petit geste a fait monter des larmes inattendues aux yeux de David. Le psychologue a dit que c'était normal, a répondu Jacques. Ton esprit a besoin de temps pour s'adapter. Tu ne peux pas t'attendre à reprendre ta vie comme si de rien n'était. David a acquiescé, passant sa main sur le dos de Max, sentant le rythme de la respiration du chien. Il se souvient de tout, nos habitudes, nos endroits préférés. Il a souri légèrement. Il a même essayé de me tirer vers ce stand de hot-dog que nous avions l'habitude de fréquenter. Ils ont continué leur promenade, croisant des joggeurs et des familles qui ne leur ont guère prêté attention, un anonymat qui était précieux après des années de surveillance constante. Dans une clairière herbeuse, David a détaché la laisse de Max, puis a fouillé dans sa poche pour trouver une balle de tennis qu'il avait achetée la veille. « Voyons si tu te souviens de ça, mon pote », a-t-il dit en montrant la balle à Max. La posture du chien a immédiatement changé, ses muscles se sont tendus d'impatience, ses yeux fixés sur le prix. Lorsque David l'a lancé, Max s'est élancé après elle avec une agilité surprenante pour son âge, revenant triomphalement avec la balle et la déposant aux pieds de David. Pendant les 20 minutes suivantes, ils ont répété ce jeu simple, chaque lancer et chaque retour reconstruisant une connexion rompue par les circonstances et le temps. David a ri, un son si étranger à ses propres oreilles qu'il l'a surpris. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que le rire s'était échappé de lui, naturellement, sans calcul ni effort. « Il m'a sauvé la vie », a déclaré David alors qu'ils reprenaient finalement leur marche, pas seulement avec l'épreuve, mais avant cela. Il y a eu des nuits sombres en prison où mettre fin à tout semblait être la seule issue. Mais j'ai continué parce que je savais que Max attendait, qu'il avait besoin que je rentre à la maison un jour. Jacques a acquiescé, comprenant la profondeur qui se cachait derrière ces mots simples. Les animaux ont une façon de nous ancrer à la vie quand rien d'autre ne le peut. Ils aiment, sans jugement, sans condition. Alors qu'ils terminaient leur circuit du parc, David a ressenti un subtil changement en lui-même, pas une guérison, pas encore, mais peut-être le début d'une possibilité. Le poids de l'emprisonnement resterait, le traumatisme persistant dans des moments inattendus. Mais ici, avec Max à ses côtés, suivant ses pas en parfaite synchronisation, David s'est permis de croire qu'il serait finalement possible de récupérer une partie de sa vie d'avant. La chambre privée de l'aile d'oncologie de l'hôpital Mercy était devenue un espace étrangement confortable au cours des 3 dernières semaines. David était assis dans ce qu'il considérait maintenant comme sa chaise à côté du lit de Sarah, lisant à voix haute dans un livre de poche aux pages cornées, tandis que Max somnolait sur une couverture spécialement autorisée par l'administration de l'hôpital. Le berger allemand avait obtenu le statut officieux de chien de thérapie après que le docteur Patel eut remarqué l'amélioration remarquable de l'humeur de Sarah chaque fois que le chien lui rendait visite. « C'est assez de lecture pour aujourd'hui », a dit Sarah, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis son effondrement. « Parle-moi plutôt de l'appartement. Tu as eu les clés. » David a marqué leur place dans le livre avant de le mettre de côté. « Je les ai prises hier. Ce n'est pas grand-chose, juste un appartement d'une chambre près du parc, mais ils acceptent les chiens et il y a une bonne lumière naturelle. » L'apparence de Sarah avait radicalement changé depuis le début du traitement expérimental financé par le premier versement d'indemnisation de David versé par l'État. Bien qu'elle soit encore décharnée, la couleur était revenue à ses joues et ses cheveux courts repoussés en douces mèches auburn. Le traitement, une immunothérapie de pointe, auparavant inaccessible en raison de son coût, avait produit ce que le docteur Patel qualifiait prudemment de résultats encourageants. « Le premier meuble que tu devrais acheter, c'est un bon lit », a conseillé Sarah. Après 5 ans de couchette de prison, tu mérites un sommeil décent. David a souri, prenant doucement sa main. En fait, j'en ai déjà commandé un, et un bon lit pour chien pour Max, même si nous savons tous les deux qu'il finira par partager le mien la moitié du temps. Leur relation avait évolué de manière inattendue depuis sa libération. Les années de séparation les avaient tous les deux changés, mais la foi inébranlable de Sarah pendant son emprisonnement avait forgé un lien qui transcendait les définitions romantiques. Ils avançaient prudemment, reconstruisant la confiance et apprenant à se connaître de nouveau. Le docteur Patel dit que je pourrais rentrer à la maison la semaine prochaine, a partagé Sarah, avec un optimisme prudent dans sa voix qui avait été absent pendant des mois. Je ne suis pas guéri, loin de là, mais assez stable pour un traitement ambulatoire. C'est merveilleux, a répondu David, une joie sincère remplaçant l'espoir hésitant qu'ils nourrissaient tous les deux. J'ai une chambre d'amis chez moi si tu as besoin d'un endroit où séjourner pendant ta convalescence. Je pourrais bien te prendre au mot, a admis Sarah.
Mon bail se termine de toute façon le mois prochain et je ne suis pas sûr de vouloir rester dans cet appartement après tout ce qui s'est passé. Le bip rythmé des moniteurs servait de toile de fond à leur conversation, un rappel de la bataille qui se livrait encore. Pourtant, l'atmosphère était passée d'une perte imminente à une possibilité prudente. Le traitement expérimental n'était pas une solution miracle, mais il avait accordé quelque chose, un temps précieux. Le témoignage de David contre Michael Mitchell avait permis d'obtenir un premier versement substantiel d'indemnisation, suffisant pour couvrir le traitement de Sarah et établir les bases de sa nouvelle vie. Le règlement complet prendrait des mois à négocier, mais le juge Harmon avait accéléré le versement préliminaire en reconnaissance des besoins médicaux urgents en jeu. Les documents de la fondation sont arrivés hier, a mentionné David en faisant référence au projet qui occupait de plus en plus ses pensées. Une fois qu'elle sera établie, nous pourrons commencer à défendre d'autres personnes dans des situations similaires. Sarah lui a serré la main. L'initiative Innocence. J'aime le nom. Cela me semble être la bonne chose à faire avec l'argent du règlement, a expliqué David. Créer quelque chose de significatif à partir de toute cette souffrance, aider ceux qui n'ont pas un chien fidèle qui transporte des preuves pour les sauver à la dernière minute. Max, entendant sa mention implicite, a levé la tête et a tapé du pied contre le sol. Sarah a ri, un son qui avait autrefois semblé définitivement perdu, mais qui revenait maintenant avec une fréquence croissante. Il sait que nous parlons de lui, a-t-elle dit affectueusement. Le chien le plus intelligent du monde. Alors que la lumière du soleil de l'après-midi traversait la fenêtre de l'hôpital, illuminant les trois dans sa chaude lueur, David s'est permis de croire en des possibilités au-delà de la survie et de la guérison, un but et des liens refondus plus forts qu'avant. Un an après l'exécution imminente de David Reed, trois silhouettes marchaient le long de la berge alors que l'aube peignait le ciel dans des teintes aquarelles de rose et d'or. David et Sarah avançaient d'un pas tranquille, tandis que Max s'éloignait pour enquêter sur des odeurs intéressantes, avant de revenir pour s'assurer que ces humains restaient en vue. Le rétablissement de Sarah avait progressé au-delà même des prévisions les plus optimistes. Bien qu'elle doive suivre un traitement continu indéfiniment, son cancer s'était réduit à ce que le docteur Patel appelait une maladie gérable, non pas guérie, mais contrôlée. Ses cheveux avaient complètement repoussé, bien qu'ils soient maintenant entrecoupés de mèches argentées prématurées qu'elle portait comme des insignes de survie plutôt que des signes de vieillissement. La fondation a approuvé 5 nouvelles affaires hier, a partagé David pendant qu'il marchait. 2 d'entre elles ont des preuves ADN solides qui n'étaient pas disponibles lors de leur procès initial. L'initiative Innocence était passée du concept à la réalité avec une rapidité remarquable, alimentée par l'indemnisation substantielle de David et sa compréhension de première main des condamnations injustifiées. L'organisation employait maintenant un petit personnel d'avocats, d'enquêteurs et d'experts légistes dévoués qui s'engageaient à examiner les cas potentiels d'innocence. Jacques a appelé hier soir, a mentionné Sarah. Il a terminé la formation du nouveau chien d'assistance pour ce vétéran à Austin. Il dit que c'est son meilleur travail à ce jour. Jack Wilson avait trouvé son propre chemin vers la rédemption, en établissant un programme qui mettait en relation des chiens de sauvetage et des vétérans souffrant de SSPT. Ces décennies d'expérience en tant que détective se sont avérées étonnamment transférables à la formation de chiens. C'est une question de patience et de compétences d'observation permettant de créer des liens fructueux entre des âmes brisées, tant humaines que canines. Ils se sont arrêtés à un point de vue pittoresque, regardant le soleil levant illuminer l'horizon de la ville. La tour de Mitchell Enterprises, autrefois le plus haut bâtiment de l'horizon, avait été rebaptisée à la suite de la restructuration de l'entreprise sous une nouvelle direction. Michael Mitchell purgeait une peine de 40 ans après sa condamnation pour de multiples chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, fraude et obstruction à la justice. Ils l'ont trouvé, a dit David à voix basse, brisant leur silence confortable. Thomas Mitchell? Les autorités internationales l'ont appréhendé à Bali hier. Sarah s'est tournée vers lui, les yeux écarquillés. Après tout ce temps, comment ont-ils finalement réussi à le retrouver? Ironiquement, grâce à son chien, a expliqué David avec un soupçon de satisfaction. Apparemment, il n'a pas pu se résoudre à abandonner son YM m'a réprimé lorsqu'il s'est enfui. L'enregistrement de la micropuce du chien a conduit les enquêteurs à sa fausse identité lorsqu'il a emmené l'animal chez le vétérinaire. La nouvelle a marqué la fin d'un chapitre qui avait dominé leur vie. Thomas Mitchell devra répondre de ses crimes, le dernier conspirateur d'un stratagème qui avait failli coûter la vie à David. Alors qu'ils reprenaient leur marche, Max est revenu à leur côté, son museau gris montrant son âge avancé, mais ses yeux toujours brillants d'intelligence et de loyauté. Le berger allemand était devenu une sorte de célébrité locale à la suite de la couverture médiatique de l'exonération de David,
apparaissant même à ses côtés lors de son témoignage devant la commission de la réforme judiciaire de l'Assemblée législative de l'État. Je pensais, a dit Sarah en prenant la main de David pendant qu'il marchait. Il est peut-être temps que nous envisagions de prendre un compagnon pour Max, un chien plus jeune qui pourra apprendre de lui avant qu'il ne devienne trop vieux. David a souri, comprenant la signification plus profonde de sa suggestion. Malgré le traumatisme qu'ils avaient subi, ils planifiaient l'avenir, créant une famille à leur manière, construisant une vie qui regardait vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Je pense que c'est une merveilleuse idée, a-t-il convenu en lui serrant doucement la main. Max a toujours été bon pour enseigner des leçons importantes. Comme s'il comprenait, Max les a regardés, sa queue remuant en signe d'approbation apparente. Ensemble, les trois ont continué leur chemin le long de la rivière alors que la lumière du matin se renforçait autour d'eux, n'oubliant pas l'obscurité derrière eux, mais choisissant de marcher délibérément vers la clarté devant eux. Au crépuscule de nos vies, nous sommes témoins de la façon dont les vérités les plus profondes de la vie émergent souvent dans nos moments les plus sombres. L'histoire de David Reed nous rappelle que la justice, bien qu'imparfaite, doit rester la pierre angulaire de notre société. Après 5 ans passés dans le couloir de la mort pour un crime qu'il n'avait pas commis, David a été sauvé, non pas par le système conçu pour le protéger, mais par la loyauté inébranlable de son chien, Max, et de ceux qui refusent d'abandonner l'espoir. En réfléchissant à nos propres parcours, souvenons-nous que même une seule voix, un seul compagnon fidèle, peut illuminer le chemin vers la vérité. Le dévouement de Sarah face à sa propre maladie en phase terminale démontre que la compassion ne connaît pas de frontières, même lorsque nos corps s'affaiblissent. Cette histoire parle de ce qui compte le plus dans nos années d'or, le courage de défendre la vérité, la sagesse de remettre en question l'autorité et la compréhension que notre héritage le plus significatif réside dans la façon dont nous aidons les autres. Comme Max, portant des preuves d'innocence autour de son cou, nous portons également la responsabilité de veiller à ce que personne ne soit confronté à l'injustice seul, surtout lorsque le temps devient notre bien le plus précieux. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un j'aime et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire. À bientôt dans la prochaine vidéo.